prochain. 16h30, bienvenue sur le stream, c'est l'heure d'House of Sport, la maison du sport qui vous accueille, vous le savez, comme tous les lundis, pour débriefer l'actualité sportive d'un week-end qui a été, ma foi, passionnant. On n'a eu que des événements dantesques presque, et un événement triste aussi, sur lequel on reviendra bien sûr tout au long de cette émission. Un plateau de grande qualité comme d'habitude, tous issus de la Masia Made in First Team, avec pour commencer un garçon qui est Golden Boy comme tapis, il manie l'art du cigare, du business et de l'OPA hostile à l'euro symbolique. Vous l'aurez reconnu, monsieur Thomas Dufond. L'OPA à 1 euro symbolique, elle est fantastique. Hein. Franchement, c'est une belle carrière. C'est une super histoire en tout cas pour commencer notre. La First Team vaut un peu plus que ça maintenant. Ouais. On a réussi notre affaire déjà, au moins le double. Quand il est né, Tapi était déjà en tôle, mais c'est lui qui nous a préparé un dernier hommage à Nanar, monsieur Tom Tiramino. Ouais, j'ai écrit une belle chronique pour notre ami Tapi, voilà, pour lui rendre hommage. Pardon, ouais. Ah ouais, écoute, j'ai cru qu'on me parlait. Mais voilà, écoute, je me suis toujours pas remis par contre du vol de la VAR une nouvelle fois contre l'Olympique Lyonnais. Voilà, il fallait que le place, c'est la seule fois de l'émission. On s'est fait voler 9 points. Où t'as vu un vol? Je sais pas. Ah d'accord. Sur la main, enfin la tête de l'Anthony Lopez. De jouer avec les mains. Quel acting. Au lieu de faire entrer Serge Bensen, il fallait faire entrer De Neuer. Il n'a pas choisi de vivre la vie claire, pas vraiment supporter de l'OM, mais roi de la pédale, Polo Arrea. Comment tu vas, Manu? Ça va mon Polo là? Ouais, très bien, j'ai vécu un week-end d'enfer. Comme les coureurs hein, sur les routes entre Compiègne et Roubaix. Ce week-end, c'était assez incroyable. Je pense que moi, de mon vivant, je n'ai jamais vu une course pareille. Donc, on en parlera tout à l'heure. C'était fou. Enfin, depuis hier, il est tiraillé par son passé de militant communiste et son amour pour l'OM, c'est Erwan Abot. Week-end compliqué parce qu'on a perdu Bernard Tapie. Forcément, en tant que Marseillais, ça me touche. Et puis, j'ai surtout vu une équipe de Marseille qui m'inquiète de plus en plus. On va en parler dans les news. Exactement. On va parler de l'OM, on va parler de tout ça. Le sommaire, justement, les news du week-end, du vélo, Paris-Roubaix, un Paris-Roubaix d'anthologie, du MotoGP, une résurrection et un Français qui pourrait être champion du monde dès la prochaine course à la fin du mois, du foot et de la Ligue 1. Un mot de basket aussi. Le basket, on y reviendra bien sûr avec le basket français à l'honneur. Vous le verrez dans la perf de la semaine. On a un petit peu truché, on a un petit peu bougé les meubles. Et un grand rendez-vous dès demain, on va vous en parler. Le dossier de la semaine forcément consacré à Tapi. Son impact dans le sport, c'est la question qu'on va se poser. On refera un peu le fil d'une histoire de sport à travers Bernard Tapie. Et on se posera la question, est-ce que c'est le meilleur président du monde? Enfin du monde, pas, mais de France en tout cas. Et on se posera aussi la question de savoir est-ce qu'on peut dire des choses négatives de Bernard Tapie 24 heures après son décès. On essaiera de pousser un peu les choses. Et puis le quiz, les amis, je vous ai préparé des petites choses. Tu l'as bien vendu. Hein. Il l'a bien vendu. Ouais, non, franchement. J'aimerais bien que Paul et moi, parce qu'on fait on est par équipe, on soit un peu challengé. Parce qu'honnêtement, j'ai l'impression d'être le grand bilancier des années 90. Dans le calcio, il y avait des gains pour le grand OM du début des années 90, si tu préfères. Ça parle. Je ne serai jamais le grand OM du début des années 90, ni d'autres époques. Ouais, mais tu ne pourras jamais être le grand PSG, parce qu'il n'y a jamais eu de grand PSG, donc je sais pas, j'ai pas d'autre... Pas vrai. On verra, je spoil un petit truc. Tu as perdu à Rennes avec Messi. Ça n'existe pas de faire ça. Rennes a été excellent, faudra le dire. Les 4 thèmes du 5 à la suite vont plaire à Polo. Même le quiz impossible, il a peut-être moyen de le prendre cette semaine. Il va y avoir du vélo et du ski. Il va y avoir tout ce les amis. On attaque les news? Vous êtes chaud? Allez, c'est parti pour les news. Excusez-moi, les news de sport, je me disais, ça met du temps cette semaine. Les news de sport, bien sûr, du week-end, on commence avec toi, mon cher Polo du cyclisme, la 118e édition de Paris-Roubaix, une édition complètement dingue, pluie, boue, vent, et une petite surprise, tu nous diras d'ailleurs si c'est une surprise, la victoire de Sonny Colbrelli pour sa première participation, l'Italien. Ce qui s'est passé ce week-end, c'était assez incroyable, ça a commencé déjà la veille avec la course femme, où on a vu le temps, il a fait un temps de merde, et surtout, ce qui annonçait, c'était que de 14h samedi jusqu'au matin, au petit matin, entre Compiègne et Roubaix, ils annonçaient de la pluie. Et en tant que fan de cyclisme, ça fait maintenant plus d'une vingtaine d'années qu'on attend que Paris-Roubaix se déroule sous la pluie. Cette année, c'est en octobre, parce qu'il a été reporté à cause du Covid. Ça faisait 900 jours qu'il n'y avait pas eu de Paris-Roubaix. C'était la course qui a été le plus reportée et le plus annulée. Les gens étaient comme des fous. Et en plus, avec ce temps-là, ça a été incroyable. On a vu des choses... extraordinaire, des secteurs pavés complètement inondés. Ouais. Certains spectateurs faisaient semblant de nager dedans. Je pense que vous avez dû voir un peu toutes les images sur les réseaux sociaux. On a vu des cyclistes chuter, mais aussi des motos et des voitures. Il me semble qu'on a les images. Je crois qu'on a l'image de la voiture. Sur la course, une voiture AG2R, bien assurée, on espère pour eux. Sur une Citroën, AG2R Citroën, maintenant, parce que Citroën est sponsor d'AG2R sur la course Esport qui a fait un tout droit sur un virage. Il y a eu des choses incroyables, comme je t'ai dit, des motos caméras qui sont tombées avec des plans, on voyait la course
On voyait la course comme ça, on la regarde. On a l'image. Incroyable. On dirait moi un jour après mon permis. Oui. Il y a eu ça toute la journée. Les cyclistes ont vécu un enfer. Je pense à Christophe Laporte, l'une des meilleures chances françaises, on en parlera tout à l'heure, qui à un moment n'avait plus de frein et devait freiner avec son pied comme ça sur la roue arrière du vélo. Je pense à Philippe Gilbert qui à un moment a croisé un pneu à plus de 50 km/h, un pneu de voiture qui traînait là, on sait pas pourquoi. Et Adrien Petit qui est un cycliste français spécialiste de ce genre de course qui s'est arrêté après être chuté dans un champ de betteraves, qui s'est arrêté en pleurant, il voulait pas repartir et tout. Non mais on a vu. On est passé à côté d'un petit miracle, enfin d'une brave catastrophe surtout, ce que tu as l'air de nous dire. Mais je pense qu'on a passé à côté de beaucoup de catastrophes. Il y a Guillaume Boivin qui chute aussi au pied d'une moto à un moment à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée. C'était une course extraordinaire, hors du temps presque. À quel moment juste on décide d'annuler une course de vélo? Parce que là, quand je vois la quantité d'eau qu'il y avait à certains endroits... C'est une excellente question parce que on a posé la question à Christian Prudhomme, justement, qui est donc le boss d'ASO, aussi organisateur de l'équipe de France, du Tour de France. Annuler une course quand c'est une course par étape, une étape d'une course par étape, ça peut être plus facile parce qu'il y a un risque pour la suite après. Mais là, Paris-Roubaix, il a dit, ça se mérite. Et une course comme ça, un grand champion va vouloir aller la chercher. Et voilà, mais on voit 3000 mètres au steeple. C'est ça, c'est 3000 mètres au steeple. On va passer Bob Dari là d'ailleurs. Mais Edine Mekissi qui vient de passer aussi derrière. Chacun ses rêves. Mais voilà, sur Prudhomme, alors j'ai plus les termes exacts, mais a bien dit, Paris-Roubaix, l'enfer du Nord, c'est une course qui se mérite, et encore plus dans des conditions pareilles. J'ai trouvé ça, pour le coup, très, très, très cool. Alors, moi, j'ai trouvé que les photos étaient belles, mais la question que j'ai envie de te poser, effectivement, donc, ça a frôlé plusieurs fois la catastrophe. Mais finalement, ça va rester comme une épreuve comme une année de légende pour le Paris-Roubaix. Est-ce qu'à un moment donné, on a assez protégé les cyclistes? C'est bizarre parce que j'ai entendu personne se plaindre. Et d'habitude, notamment, c'est pour ça que je prenais la comparaison avec les grands tours, c'est que notamment sur les grands tours, quand on a des conditions comme ça, même un peu moins dantesques que ça, il y a beaucoup de cyclistes qui prennent la parole pour dire qu'il faudrait un peu, pas annuler, mais en tout cas neutraliser l'étape, etc. Là, on n'a eu rien du tout. On a eu des cyclistes qui sont battus pour la victoire. On voit notamment Wout des van photos Aert. de 14, visiblement. C'est le débarquement au Moravitch. J'ai dit on voit Wout van Aert, mais on le voit pas du tout. Hein. C'est juste le mec au premier plan avec son maillot de. Il paraît que c'est très bon pour la peau de faire ça. De mettre de l'argile, de faire des bains d'argile. Donc, les gens t'avais d'un côté ceux qui se battaient pour la victoire, avec une course qui était beaucoup plus ouverte, car beaucoup plus propice aux chutes, aux crevaisons, etc. Et il y en a eu beaucoup, on reviendra sur le sportif après. Et aussi, tu as ceux qui se battaient pour la légende, et la légende de terminer ce Paris-Roubaix. Il me semble qu'il y a eu 70 coureurs. Alors, on nous a dit 70 abandons. Et 10 hors délai, apparemment. Voilà, c'est ça. Il doit pas, impossible qu'il y ait plus de 100 coureurs à l'arrivée, beaucoup de hors délai, beaucoup d'abandons. Et parmi des grands de ce genre de course, Niki Terpstra, notamment, qui est un ancien vainqueur, est arrivé hors délai et a tenu à finir ce Paris-Roubaix. Il y a un mec qui vient d'arriver, on vient de me dire d'ailleurs. Tom Paco d'ailleurs, qu'on peut féliciter, bravo. Ça, c'est aussi les beaux moments de sport. Les mecs qui vont jusqu'au les mecs qui vont au bout d'eux-mêmes, Thomas, il a raison. Qui vont au bout d'eux-mêmes. Honnêtement, c'était une image fantastique. En pleurs et tout, bravo. Un jeune coureur de 22 ans qui arrivait en pleurs à la fin de Paris-Roubaix, qui tenait à terminer cette course, qui dorénavant, on va rentrer déjà dans l'histoire. Et toi aussi, d'ailleurs, j'ai l'impression. Je suis très fier de lui. Bravo à Tom. Merci. Revenons un peu sur le vainqueur, Polo. Ce fameux Colbrelli, garçon qui faisait son premier Paris-Roubaix, victoire à l'arrivée. Est-ce que c'est une victoire surprise ? Je pense que dans le chat, s'il y a quelques fans de vélo, ils vont commencer à grincer les dents. Sonny Colbrelli est justement quelqu'un qui fait grincer les dents. C'est un sprinter. On l'a connu toujours sprinter, puncher à la limite. Cette année, il s'est transformé en sprinter. Puncher, grimpeur, avec notamment une troisième place sur une étape de... Il fait des déménagements certains week-ends aussi. Il a fini troisième à Tignes. À Tignes, c'était quand même, je crois, dans les Alpes, l'un des endroits où on montait le plus haut cet été pendant le Tour de France. Et de sprinter, puncher, grimpeur, il s'est maintenant improvisé... Écrivain, je sais pas, mais flandrien, parce que flandrien, c'est ce genre de course, Tour des Flandres, Paris-Roubaix, etc. Faut être bon sur les pavés, faut être bon sur la résistance, sur des courses très longues. On ne pensait pas Colbrelli aussi fort que ça. Donc oui, c'est une énorme surprise, mais d'un côté, ça va aussi avec la forme du bonhomme qui est irrésistible aussi maintenant depuis 2 mois, depuis la fin de la Vuelta. Alors de là à le voir gagner, c'est exceptionnel. Et d'ailleurs, on a vu cette photo, le caractérise très bien. Il était hyper émotif à la fin. Quand je vois ce vélo, quand je vois les roues,
On dirait du VTT en fait. Voilà, on n'est pas sur des vélos type Tour de France. Alors là, on rentre dans des questions très, très techniques, mais en tout cas, Combien il pèse ce pour vélo Paris-Roubaix, pour toutes ces courses-là, notamment les Flandriennes, on a du matériel spécifique, notamment les boyaux qui changent, la pression des pneus qui change. Et il y a beaucoup de choses qui changent et qui sont faites exprès pour ce type de course. Et là, comme tu le dis, on le voit très bien sur cette photo. Mais en tout cas, pour revenir à Colbrelli, ta question, c'est une surprise. Oui, c'est une surprise, mais finalement, il nous étonne plus ce coureur. Alors, quel âge on va espérer. Il doit 31 ans, je crois. Voilà, ce que j'allais dire, il doit avoir dépassé la trentaine. Okay. On va espérer, pour le bien du cyclisme, que ce soit d'une manière tout à fait naturelle, mais on sait qu'il est dans une équipe Bahreïn Merida qui, depuis le début de saison 2021, on va dire, a des résultats quand même assez incroyables sur toutes les courses et sur tous les types de courses. Il y a une petite descente aussi chez la Bahreïn. Là, Petite descente de la gendarmerie pendant le Tour de France. Ça n'a rien donné. Non, mais voilà, il y a un espèce de soupçon constant autour de cette équipe. Ça a fait un peu jaser sur les réseaux sociaux. Beaucoup de gens ont espéré que quelqu'un d'autre gagne, notamment Mathieu Van Der Poel, échappé aussi avec lui plus Florian Vermeersch, un jeune Belge de 22 ans qui a fait un Tour de France, un Paris-Roubaix fantastique, on le saluera, mais on aura le temps d'en reparler. Mais par contre, la petite frustration pour les vrais amoureux du vélo, c'est de ne pas avoir vu Mathieu Van Der Poel gagner, un coureur au panache et au spectacle. Fait pour ça, non ? Fait pour ça. Qu'est-ce qui lui a manqué hier, Polo ? Je sais pas. Peut-être qu'il en a trop fait. C'est surtout c'est souvent son problème. Lui, un coureur de cyclocross. Une grand voile, peut-être. En vrai, hier, Il y a eu un problème avec le phoque à la fin. en vrai, hier, ça aurait pu servir une petite voile, mais il en a trop fait encore une fois. Il a accéléré à 70 km de l'arrivée. Il a repris les coureurs les uns après les autres, notamment Gianni Moscon qui devait gagner, mais qui là aussi, le coureur d'Ineos a eu une chute alors qu'il était premier à la victoire. Bon, lui, c'est vraiment un enculé. On va dire les termes. Le VIP a été placé. Gianni Moscon qui est parti à 50 km de l'arrivée, mais qui était dans le groupe d'échappés. On s'est dit qu'il avait quand même beaucoup d'avance, surtout dans ces conditions-là. On n'imaginait pas se faire reprendre. Et en fait, finalement, il a eu une crevaison plus une chute derrière. Le karma s'est chargé de lui, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais Gianni Moscon, pour replacer le. C'est personnel ou quoi ? Il te donne l'argent, Charlie Moscon. Mais c'est lui qui sort ta cousine que tu détestes. Pour resituer le personnage, c'est quelqu'un qui a eu des injures racistes auprès d'un autre coureur dans le peloton. C'est quelqu'un qui a fait exprès de faire tomber un coureur. C'est quelqu'un qui a été suspendu par la Sky Ineos maintenant à cause de toutes ces histoires. C'est un joli palmarès. C'est un intimidateur. C'est un sale caractère, un talent extraordinaire. On va pas lui enlever ça. Mais tu es assez d'accord avec toi. Un énorme caractère de cochon. Donc voilà, on était aussi content que lui ne gagne pas non plus. Il a aussi jeté un vélo sur un gars, mais en fait c'est un 4x4. Il a aussi jeté un vélo sur un gars. Tu peux nous expliquer ça? Comment pendant une course on jette un vélo sur un mec? Il a fini à pied. Je sais pas, je crois que c'était, je vais pas dire de bêtises, j'ai plus les images en tête, mais voilà, c'est un impulsif, un peu trop. Mais ça fait de lui qu'il a une image catastrophique dans le peloton malgré un talent extraordinaire. Il méritait de gagner hier, la chance ne lui a pas souri. Un dernier petit mot sur la différence de traitement entre les hommes et les femmes. Là, c'est sorti ce week-end. Oui. Entre la différence entre les gains des vainqueurs, la prime de vainqueur. Ça, c'est quand même la très mauvaise pub de ce week-end, alors que les courses ont été magnifiques. Il y a deux lectures à ça. La première, c'est qu'on peut se dire que ça fait une mauvaise pub. La deuxième, le 30 000 euros et 1 500 euros quand même. Pour le vainqueur. Pour le vainqueur. Ouais. D'écart, Ouais, non. La deuxième, c'est aussi de se dire que pour la première fois, ESSO organisait un Paris-Roubaix féminin. C'était la première édition. Il faut aussi habituer un public au cyclisme féminin. ESSO fait énormément pour ça. Il va y avoir une grande boucle, un Tour de France féminin prévu pour 2023 ou 2024. Je crois que c'est 2023, je ne vais pas dire de bêtises. Voilà. Les gens bossent là-dessus. Gianni Longo sera favorite d'ailleurs. Gianni Longo est toujours favorite. Pour les 10 prochaines années. Après, en même temps, est-ce que c'est pas une question de retombée économique? C'est là où j'allais y venir. Certes, mais l'écart est quand même immense. 1 500 euros, quoi. D'accord, mais c'est peut-être aussi, tu vois, une question de business. Tu vois, on dit souvent dans le football que des gros salaires sont. Moi, je suis d'accord avec ça. Je veux pas tomber non plus dans une démago kata. L'écart est énorme. Dans le tennis, il y a eu beaucoup d'histoires là-dessus. L'écart, c'est quand même si les audiences et la corrélation
relations avec les annonceurs aussi. C'est ça aussi. Mais par contre, moi, là, je préfère voir la deuxième lecture qui est on a pour la première fois à Paris-Roubaix. La course a été fantastique. Mais moi, je me suis surpris à la regarder dans mon samedi très, très sportif. Hein. Et voilà, on a de plus en plus d'événements comme ça autour du ski féminin et ça va faire que grandir. Un petit mot très rapidement sur les Français. Tu as commencé à parler de Christophe Laporte qui a fini 6e et sans frein. Qu'est-ce que tu as pensé un petit peu de ce week-end des Français sur le Paris-Roubaix? Les Français, ils avaient quelques bonnes chances, notamment nos sprinters, Arnaud Desmar et Christophe Laporte. Christophe Laporte avait des jambes de feu. Il a eu des problèmes, des crevaisons. Il a eu ce problème de frein, comme on l'a dit. L'image, franchement, allez voir l'image où il freine avec son pied en mettant son pied en arrière comme un équilibriste. C'est extraordinaire. Mine de rien, malgré ça, il arrive à terminer à une très belle 6e place. C'est un super résultat. C'est son meilleur résultat. Lui qui rejoindra la Jumbo-Visma justement de Wout van Aert, le Belge, qui est encore déçu. J'ai l'impression de toujours dire que Wout van Aert déçoit depuis la reprise de House of Sports. Et notre gros favori, c'était Florent Sénéchal de la Quick-Step. Mais à l'image de son équipe, la Quick-Step a joué de malchance. Avant la trouée d'Arenberg et pendant la trouée d'Arenberg, ils ont perdu leurs 3 leaders sur crevaison coup sur coup. Ça fait beaucoup pour une équipe qui avait énormément de potentiel sur cette course. Ils finissent quand même 5e avec Yves Lampart, mais ils auraient dû jouer la gagne, notamment avec le Français Florent Sénéchal, qui a notamment beaucoup aidé Julien Lafilippe la semaine dernière pour un championnat du monde. Merci beaucoup, mon Polo, en tout cas pour ce Paris-Roubaix d'anthologie, et merci surtout pour ton expertise. C'est passionnant de t'écouter parler. Les images, en tout cas, les images sont magnifiques. Les photos étaient extraordinaires. Ça va rester dans la légende pour ça. Et d'ailleurs, on a déjà vu toutes les images passer sur les réseaux sociaux. C'est une belle période pour le cyclisme. On s'est régalé au championnat du monde la semaine dernière. Je me suis régalé en regardant Paris-Roubaix hier. C'était vraiment top. Dans le sport en général. J'ai envie de te dire, Tom. N'hésite pas à intervenir sur les trucs comme ça. La semaine prochaine, avec une énorme chance de victoire pour Julien Lafilippe. J'imagine qu'il y aura des pattes avant et après la course en plus, donc je vais tenter ça. Et avec un Pino qui revient très en forme aussi. Non. Je voulais ça, on n'y croit plus, tu le sais. Et si on n'y croit plus, c'est à cause de toi. Thibaut Pinot revient en forme. Il finit 14e sur le Tour d'Ardèche. Pas mal. Allez, les amis, du cyclisme à la moto, il n'y a qu'un pas, si ce n'est peut-être un moteur en tout cas entre les deux roues. Pas toujours, pas toujours, c'est vrai. En cyclisme, tu veux dire. Oui, voilà, c'est ça, c'est ce que je voulais dire. Le Grand Prix des Amériques qui avait lieu ce week-end, c'était la 15e manche du championnat du monde de MotoGP. Une course dans des conditions là aussi assez dantesques à cause de la chaleur. Il n'a pas plu, il n'y avait pas de vent, il n'y avait pas de boue. Et avec des chaleurs, et il y avait des bosses aussi également sur le pavé de Paris-Roubaix a été remise. Non, mais c'était assez incroyable. Les pilotes d'ailleurs n'étaient pas très contents des bosses sur ce circuit d'Austin qu'on connaît très bien en Formule 1 parce que en effet ce bitume est très fatigué, très fragilisé. Et les pilotes ont d'ailleurs dit que s'il y avait les mêmes bosses, les mêmes problèmes de bitume l'année prochaine, ils ne courraient pas. Déjà un ultimatum à 1 an de la prochaine édition. 2 infos à retenir sur ce Grand Prix de MotoGP. 1, le cavalier seul de Marc Marquez. Et 2, le grand gagnant, la belle affaire pour le Français Fabio Quartararo, qui sans doute pourrait être titré dès Misano, c'est-à-dire à la fin du mois d'octobre, dès la prochaine course en tout cas. La première fois qu'un Français pourrait être... S'il finit devant Bagnaia, il sera titré. S'il finit en effet devant Bagnaia. En tout cas, s'il lui concède moins de 4 points, je crois, sur la prochaine course. Alors, je vous propose qu'on attaque tout de suite sur Marc Marquez assez rapidement. 7e victoire en 8 courses du côté d'Austin. Le shérif était de retour. Lui qui avait pour objectif de partir en tête très rapidement parce que le souci, il était en première ligne, on le voit là sur ces images. Le souci, c'est qu'avec ses bosses et ce bitume assez fatigué, c'était très difficile d'aller doubler, notamment sur les points de freinage qui étaient extrêmement dangereux. Il a pris de large très rapidement, Marc Marquez, avec Fabio Quartararo d'ailleurs. Il a fait cavalier seul tout au long de cette course. Un exploit quand même physique pour un garçon, on le rappelle, gêné par son épaule, dans des conditions difficiles. On sait que ses médecins ne veulent pas, en tout cas, qu'il court en MotoGP, de peur qu'il se reblesse. On lui a déjà dit d'ailleurs que s'il retombait, il y aurait des risques pour que ce soit la fin de sa carrière. Polo, je sais que tu as regardé la course, c'était passionnant. Moi, j'étais très ému de voir Marc Marquez s'imposer. Ouais, voilà, moi, c'est l'émotion. Et moi, c'est tout de suite la première question qui me venait en regardant cette course. Déjà, moi, je n'avais que des yeux rivés sur Fabio Quartararo. Et on parlera aussi de la tactique Ducati avec Bagnaia derrière tout à l'heure qui m'a fait assez sourire. Et pour revenir à Marc Marquez, moi, Manu, toi qui t'y connais quand même bien mieux que moi, c'est quand même le plus beau champion du paddock MotoGP actuel. Mais très en retrait, beaucoup de chutes cette année. Est-ce que tu penses qu'il peut revenir à son meilleur niveau ou est-ce que finalement il va se faire rattraper par ses problèmes de... C'est un peu la question que tout le monde se pose. Tout le monde aimerait le voir revenir à son meilleur niveau. On sait qu'actuellement, du fait de sa blessure, il ne peut pas prendre autant de risques entre guillemets qu'il ne le faisait par le passé. Le souci, c'est que le pilotage et le style de Marc Marquez est lié à cette prise de risque, ces angles absolument impossibles qu'aucun autre pilote ne pouvait prendre avant lui. Et donc la question, c'est savoir s'il conduit à 70 ou à 100%.
vraisemblablement, la réponse, on l'a. Il essaye de conduire à 100% et toutes ces chutes s'expliquent peut-être ainsi. C'est-à-dire qu'il essaye d'être à 100%, mais son corps ne lui permet pas, en tout cas, de prendre les mêmes angles que par le passé. On attendra de voir. C'est vrai que c'est un petit peu triste de voir un Marc Marquez qui n'est pas aussi dominant qu'il ne l'était avant ces terribles et multiples chutes. Je sais que dans la communauté MotoGP qui parle beaucoup sur Twitter, qui gazouille. Il y a encore Rossi. Il y a encore Rossi. Il était en fin de grille, il est parti en dernière ligne hier. On a tendance à oublier, c'était sa dernière fois à Austin. Il a eu un bel hommage du public. Excusez-moi, j'ai fait un petit. C'est vrai qu'il fallait le dire. T'as raison. Mais c'est vrai que c'est la grande question qui se pose autour de Marquez. Est-ce que son corps le laissera tranquille? Est-ce que son corps le laissera s'exprimer à 100%? En tout cas, il l'a emporté hier dans des conditions qui étaient vraiment pas faciles. Bravo à lui. Marc Marquez, 7 victoires en 8 courses du côté d'Austin. C'est quand même assez balèze. Parlons de Quartararo, parce qu'on a parlé, je pense, de Marc Marquez. Quartararo, lui, il a fait la course parfaite. Quand je parle de la course parfaite, c'est la course tactique. Il est parti très rapidement dans l'échappée, on va l'appeler ainsi, de Marc Marquez. Il disait à l'arrivée, cette deuxième place, c'est plus qu'une victoire, du fait notamment de l'humidité et de la chaleur. On dit souvent dans le sport automobile que les conditions les plus difficiles sont soit à Singapour, soit en Malaisie, parce qu'on perd beaucoup d'eau du fait justement de cet alliage chaleur et humidité. C'était à peu près les mêmes conditions hier aux États-Unis. Il s'est envolé dès le départ avec Marc Marquez. Il a pas pu attaquer en tout cas l'Espagnol. Il s'est contenté de cette deuxième place. Surtout, il a géré les corps avec Bagnaia. C'est ça, moi c'est ce qui m'a fait rire dans ce Grand Prix, c'est de surveiller justement l'écart entre Quartararo qui prend un super départ et un Bagnaia qui chute rapidement à la 6e, 7e position. Quartararo fait la course parfaite, sans forcer pour prendre de risques, pour essayer de suivre Marc Marquez, il n'en a pas besoin. Lui, l'objectif c'est d'assurer quand même ce championnat du monde. Et face à lui, il y a Pecco Bagnaia qui, pour le coup, s'est retrouvé derrière deux Ducati, deux de ses coéquipiers, un de ses coéquipiers et un autre d'une Ducati à côté. Et ces deux-là, alors que normalement les consignes de course sont interdites, un peu. Face sur F1, je sais pas. Oui, si, de la même manière. Voilà. Mais on essaye de faire des choses détournées dans ce genre de cas. Donc là, alors je sais plus qui est. Je crois que celui qui finit 4e justement derrière Bagnaia, j'ai plus son blase, a fait semblant. Dans le chat. Ils nous le diront, les gars du chat. Il a fait semblant de faire une erreur de trajectoire pour permettre à Francesco Bagnaia de repasser. Bagnaia gagne 2 places comme ça finalement à l'arrivée. Lui qui devait finir, du coup, si je dis pas de bêtises, 5e, finit finalement 3e et retarde un peu le sacre du roi Fabio. J'ai trouvé ça marrant, la manière avec laquelle ils ont essayé de cacher ces tactiques. C'est ridicule en vrai. Un peu façon. Oui, c'est ridicule. Oui. Mais c'est la loi du sport qui t'oblige à ça. Tu sais, en Formule 1 à l'époque, il y avait c'est la même chose avec les consignes. On disait que la consigne ne devait pas être claire. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas dire laisse passer ton coéquipier. Du coup, tu avais des trucs où c'était Felipe, est-ce que tu as bien compris? Fernando est beaucoup plus rapide que toi. Dis-nous que tu as bien compris. Et puis après, tu voyais l'autre qui, soi-disant, ratait un freinage. Et puis c'était. On me dit dans le chat que c'était autorisé, mais c'était Ducati qui avait dit qu'il n'y aurait pas de consigne d'équipe sur rapport à leur communication, etc. Ducati qui a vraiment la meilleure moto, en tout cas dans cette fin de saison. Je crois qu'on a une petite réaction de Fabio Quartararo à l'arrivée de cette course. Je crois qu'il répondait au micro de Canal. On va essayer de regarder tout ça. Je ne sais pas si vous l'avez en régie, les amis. Ça doit être dans le runner. Mais sinon, c'est pas grave. On peut s'en passer. On reverra bien sûr tous les replays du côté de Canal+. Un mot de football. Parlons foot. Il y avait un derby hier qui vous a opposé Tom et Erwan. Parce qu'Erwan, c'est vrai que on connaît beaucoup. Il est dans tous les combats visiblement. De l'Olympique de Marseille, mais il y a des origines stéphanoises aussi. C'est vrai. Il s'est mis en vert d'ailleurs. C'est vrai. Moi j'adore Zoumana Camara, il a fait 2 clubs. J'étais aussi côté Saint-Etienne. Oui. Et d'ailleurs, fan des Verts en plus d'être fan de Dominique l'Olympique de Marseille. Rocheteau a joué à Saint-Etienne, ancien meilleur buteur du PSG. On était pour Saint-Etienne hier. C'est bien, ma mère est née à la Ricamarie, qui est la banlieue collée à Saint-Etienne, donc oui, j'ai des origines stéphanoises. Et tu es habillé en vert aujourd'hui. Oui. Et il a fait les C'est QFD. Vert et noir. 123e derby, mon cher ami. Parce que tu es en deuil aussi. Il était étouffant de par l'atmosphère, mais ça on est habitué. Il était surtout palpitant avec ce but de Kazri, égalisation arrachée sur penalty à 95e minute. Je te demande pas si tu t'es régalé parce que j'imagine que le. Mais en vrai, je me suis régalé parce que ce match n'avait pas autant de promesses. On sait que Saint-Etienne était dans une belle galère et que Lyon était plutôt sur une bonne lancée. Donc je sentais que l'OL était plus fort, ce qu'on a senti quand même par moments hier pendant le match, mais Saint-Etienne a fait preuve d'énormément de courage, il faut le dire, et surtout avait un public derrière lui qui a réussi à transcender les joueurs, donc il y avait une ambiance assez exceptionnelle. Je pense que le match, l'OL se le gâche un peu tout seul. Je pense qu'il y a des moments où ils peuvent tuer le match. Il y a un homme qui vous le gâche, non, peut-être?
Celui qui doit toucher la main seulement dans sa ligne, tu vois. Mais il a touché de la tête. Non, parce que... c'est vrai, excuse-moi, Polo. Alors, je suis pas autant sévère avec Lopez qui je sauve en fait un but. C'est quelque vrai. part, il se sacrifie. J'en veux un peu plus aux attaquants qui souvent se sont un peu regardés dans la surface et qui par moment auraient pu marquer. Il y a aussi 2 buts qui ont été refusés par la VAR. Mais de l'autre côté, Bien célébré, à juste titre, bien célébré à chaque fois, à juste titre évidemment. De l'autre côté, Saint-Etienne aussi a eu des buts refusés, a eu un énorme manque avec Cazerie. Je pense que l'OL aurait pu gagner ce match. Le match nul n'est pas immérité et pour le spectacle, c'était aussi pas mal. Maintenant, Tu peux le perdre aussi, Tom, tu honnêtement. peux le perdre à un moment. T'as dit les 3, t'as dit les 2 options, mais moi je pense que tu peux mettre les 3, c'est-à-dire qu'ils auraient pu le gagner, match nul, mais ils auraient pu le perdre aussi, parce que Saint-Étienne, moi j'ai pas trouvé Lyon. Je trouve que c'était un vrai bon match. Je trouvais Lyon pas mauvais, mais je trouvais que Saint-Etienne a eu un supplément d'âme incroyable. Alors après, c'est vrai que sur le but de Shaqiri refusé, je me dis que le match peut être vite plié, mais derrière, ils ont vraiment eu. Enfin, j'ai du mal à pointer du doigt les Lyonnais. Après, ils ont joué avec Paqueta en numéro 9. Qui a été bon. Qui a été bon, mais qui est pas un tueur. Mais je préfère quand même quand il est un peu plus profond à dans la place le jeu. d'avoir. Voilà, donc mais hier en tout cas on avait un super derby où là pour le coup en plus ça a chambré mais c'était propre. Ça a été physique, engagé mais c'était propre. Donc franchement moi je me suis régalé devant ma télé. Est-ce que ça peut aider un peu Saint-Etienne parce que Saint-Etienne est vraiment dans une situation très difficile. Dernier de Ligue 1. Dernier de Ligue 1. On sait que Claude Puel a été remis en cause. Il a été confirmé ce matin par les dirigeants de Saint-Etienne, en attendant peut-être l'arrivée d'un nouvel investisseur. Est-ce que tu es un peu plus rassuré, toi, pour Saint-Etienne? Le problème, c'est que Saint-Etienne va pas jouer des derbys tous les dimanches soirs contre Lyon. C'est sûr. Ouais. C'est ça, en fait, la réalité un petit peu du foot aussi, c'est que le championnat est très long. C'est que quand tu vas jouer à Angers à 17h le samedi, qu'est-ce qui se passe? J'ai quand même vu hier un effectif qui doit pouvoir se maintenir. Avec un coach qui est Puel, qu'on aime, qu'on n'aime pas, qui est peut-être en fin de cycle, qui connaît quand même le chemin de comment se maintenir en Ligue 1. Donc voilà, j'espère que ce match-là va leur servir un peu de déclic, de match référence. Il n'empêche que l'intensité, la surexcitation que tu peux avoir de jouer un dimanche soir en prime time contre As, avec un public exceptionnel dans un derby. Ben, la réalité, des fois, va falloir aller jouer à Brest, va falloir aller jouer à Metz. C'est ton match vitrine, mais ça peut pas. C'est ça. Donc, c'est toujours ça. C'est réussir à jongler entre ces matchs-là. Moi, j'ai quand même vu une équipe devant une équipe de Saint-Étienne qui peut réussir, qui a tout pour se maintenir. Maintenant, à quel point le ressort est cassé, on va avoir une réponse la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, il y a trêve international. Leur prochain match, on va voir si tu arrives à surfer là-dessus ou si c'est juste un coup d'épée dans l'eau. À Strasbourg. Moi, je suis quand même plus inquiet pour Saint-Etienne sur le maintien. J'ai vu quand même une incapacité à marquer un but. Quand même, je vois leur ailier, je pense à Banga qui arrive plus qui a un face-à-face un moment face à Lopez. Tu dois la mettre 9 fois sur 10, bon, tu la rates. Je trouve que même Cazerie hier est un peu en manque de confiance. J'ai l'impression qu'ils n'arrivent pas à marquer, que c'est pas une équipe très solide. Je veux dire, ils sont souvent fait prendre dans le dos. Je pense à la défense centrale a beaucoup de mal à défendre dans la profondeur. Ça va être compliqué. Maintenant, je pense que ce match peut aussi fausser l'analyse qu'on peut avoir sur Saint-Etienne parce qu'hier ils sont transcendés et que moi les autres matchs que j'ai vus c'est une équipe qui est c'est plat. Après il y a d'autres équipes qui sont dans Brest, Bordeaux, Lorient, tu vois. Hier Saint-Etienne c'est de la contre-attaque, c'est du jeu direct et là aussi je reviens sur ton analyse Erwan, c'est que déjà ils vont pas jouer Lyon toutes les semaines parce qu'il y a ce surplus de motivation, ils vont pas jouer Lyon toutes les semaines parce qu'ils vont pas jouer des équipes aussi qualitatives qui se projettent autant vers l'avant. Par exemple, tu parlais de jeu Strasbourg la prochaine fois, on verra comment joue Strasbourg face à eux, mais il y aura pas autant d'espace, notamment côté elle, parce qu'il y avait quand même quelques espaces sur contre-attaque hier soir. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ont 2 semaines. Et qu'on aime bien parler de commando, de se reconcentrer, ils sont clairement là-dedans. Ah ben là, attention. T'es obligé, ils ont toujours pas gagné un match dans ce championnat, ils sont obligés de proposer autre chose. Ça doit venir de Claude Puel et aussi de la présidence. On sait combien c'est compliqué, qu'ils sont en période de vente, que ça tarde. Ils sont pas là très d'accord tous les deux sur les conditions de vente pour changer. Ils sont jamais d'accord, de toute façon, à Saint-Étienne. Si imagine, ils vendent ça à un Thaïlandais, que le Thaïlandais leur dise on va rester tous les deux, ça nous fait plaisir. Et je vous donne le chéquier pour faire le truc, ça risque d'être un peu plus compliqué. On reste sur la Ligue 1, deuxième défaite consécutive pour l'Olympique de Marseille. Erwan, est-ce que tu es inquiet? C'est la question à 10 000 € aujourd'hui. Je commence un peu à l'être, je suis pas complètement inquiet, mais je commence un petit peu à l'être. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'il y a le retour de Milik qu'on a senti très en jambes sur sa rentrée en deuxième mi-temps. Il n'empêche que maintenant Marseille ne surprend plus personne, à part à part l'OM lui-même. C'est bien beau le déséquilibre qui est déséquilibré l'adversaire. Aujourd'hui, j'ai l'impression que le déséquilibre déséquilibre l'OM. On est quand même début octobre, j'ai l'impression que Sampaoli, avec son nouveau 3-5-2,
à tenter quelque chose où les joueurs ne se sont pas sentis à l'aise. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas on n'a pas de certitude tactique. Alors oui. En match, tu coaches, tu t'adaptes à l'adversaire, mais j'ai l'impression que Sampaoli, en fait, il coach contre lui. Chaque fois, les réajustements tactiques, et j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus, tous les réajustements tactiques que doit faire Sampaoli, c'est pas parce que l'adversaire lui cause des problèmes, c'est parce que lui, peut-être, s'est trompé par moment sur son 11 de départ, associé à ça, à des différences individuelles assez importantes. Ouais, alors moi, il y a une réaction, je vous donne tout de suite la parole. Tom a dit un truc très intéressant tout à l'heure en préparant l'émission. C'est vrai qu'il y a quelques semaines, on était dans la hype OM, on en faisait beaucoup sur l'Olympique de Marseille, et on avait tendance à se moquer un petit peu du LOSC et de son nouvel entraîneur en disant, bon, c'est quand même une toute petite équipe. Là, hier, c'était ta réaction tout à l'heure en préparant cette émission, on avait l'impression que l'OM était une petite équipe à côté du LOSC. Ouais, et on en revient à l'idée de la préparation, et ça, c'est quelque chose sur lequel on insiste souvent, et c'est vrai qu'en Ligue 1, les équipes qui sont amenées à jouer des Coupes d'Europe font des préparations et du foncier beaucoup plus difficile. C'est le cas du champion de France, le LOSC, donc qui, on l'a senti au début de la saison, évidemment, fallait digérer l'arrivée d'un nouveau coach et justement d'être amené physiquement à être bon en septembre. On l'a vu sur ce match-là. Lille fait un super match athlétiquement et tactiquement, contrairement à l'OM, qui a commencé très fort parce que eux, alors oui, ils ont l'Europa League à jouer, mais le but c'était de commencer fort. On l'a senti. D'ailleurs, Sampaoli a ce truc, on le dit depuis le début, cette espèce de fougue à arriver à transcender ces mecs. Sauf que ça dure rarement dans la durée et que surtout physiquement. Ils se sont fait bouffer, alors que c'est une équipe qui est censée au moins être au point physiquement. Et là, tu craches dans les matchs et t'es tactiquement n'importe comment. Après, moi, il y a des choix qui me surprennent. Par exemple, la gestion de Bouba Kamara, par exemple, qui est quand même un pilier de cette équipe-là. Tu le mets en concurrence avec Rongier, t'es en train de... Le brassard aussi. Le brassard avec Gattuso, je suis pas sûr que ça soit la vérité. T'es en train de lui faire pas de confiance à Kamara, je comprends pas. Tu le fais rentrer à la mi-temps, tu sens qu'il y est pas. Et Rongier, il joue quasiment tout le match, alors qu'il se fait dans des matchs... Face à des athlètes comme ça, tu sais qu'il va souffrir et qu'il n'y est pas. Il fait confiance à Gerson. Bon, ok, il a tout fait pour qu'il vienne. Gerson, aujourd'hui, il est perdu. Payet, ça fait 4 matchs à l'extérieur qu'il joue pas. C'est quoi dans son contrat? Il joue que les matchs au Vélodrome. Il y a des choses qui... Je connais pas ce truc-là, c'est lourd, ça. Il y a des choses qui m'échappent. Le management. Moi, la défense à 3, là, Bellardi, il a remis Tachar. Moi, Bellardi, j'y arrive pas, j'y arriverai jamais. Mais je crois que lui non plus n'y arrivera jamais. Donc voilà. Là, moi, en fait, je le rejoins juste tactiquement. On a beaucoup parlé de la grinta de Sampaoli, ça nous faisait penser à Bielsa. Bielsa, à un moment, c'était pas aussi déséquilibré. Je veux dire, il y avait un plan tactique et chacun connaissait son rôle. Hier, il y a un truc qui me choque pendant le match et le commentateur, je sais plus, le prend. C'est à un moment, c'est Luan Pérez qui est dans le milieu à 3. Qui est dans le milieu à 3. À chaque fois, il était trop. À chaque fois, du coup, la défense à 3 se retrouvait avec Ikoné qui venait faire un surnombre et du coup, ils étaient toujours pris en profondeur. Et tout le temps, Sampaoli disait non, redescends parce que là, t'es trop. Et j'ai l'impression que le message du coach ne passe pas, et Erwan l'a très bien dit, je le disais contre Lens, contre Angers, ça a commencé à se sentir, le jeu de Sampaoli ne surprend plus. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on a compris comment contrer Sampaoli. C'est simple de le contrer en plus. Et que ça a l'air plutôt simple. Il suffit, j'ai l'impression, de densifier le milieu de terrain. Et une fois que tu as densifié le milieu de terrain, tu auras toujours du surnombre face à la défense. Est-ce que c'est pas qu'une question physique? C'est-à-dire que, ok, on l'a compris, le système de Sampaoli, mais c'est l'animation que tu mets dedans, l'intensité. Le truc, c'est que quand un système est trop compliqué pour les joueurs et pour leur talent intrinsèque, et c'est comme partout pareil. Moi, je joue à un certain niveau au basket. Quand je m'entraîne à un niveau bien supérieur, et ça m'arrive de temps en temps, quand il y a des systèmes, des adaptations à certains systèmes... Après, la NBA, c'était un peu trop pour toi, Polo. Ah ouais, mais au moins, j'ai eu ma chance et je l'ai tenté. Après, en Euroleague, t'arrives à dépanner un peu quand même. Voilà, ça aurait été contre-refusé. Mais tôt ou tard, t'as 4-5 systèmes à apprendre, je parle du basket, et avec des adaptations sur chaque truc, et t'es perdu. Et là, je pense qu'on arrive aussi peut-être à la limite de QI football chez certains joueurs à l'OM. Oui, ça se tient, mais moi, par exemple, alors Guendouzi est un indéboulonnable, mais autour de Guendouzi, ça change tout le temps. Aujourd'hui, il y a Gershon. Moi, je te dis vraiment, ça aide pas non plus. Alors, je sais que des fois, ça met du temps à s'adapter à Marseille, mais moi, dans l'attitude, il n'y est pas du tout. Il se fait sortir, il met un coup de pied dans une bouteille, alors que tu es scandaleux, frère, sur le terrain. Donc tu sors, limite, tu dois dire merci tellement que tu es honteux, que tu m'as foutu la haine. Je te dis, Guendouzi, il a jamais le même milieu de terrain autour de lui. Donc, à un moment aussi, sur des systèmes peut-être complexes à digérer comme ça, c'est aussi bien, c'est compliqué. Donc déjà, t'as un schéma complexe et en plus, tu as des rotations systématiques très dures. Alors comment on explique au début de la saison, peut-être revenir des choses mieux maîtrisées. On a loué le mercato marseillais avec des mecs qui sont
bien adapté et qu'un mois et demi plus tard. Début de saison. Je me souviens de la chaîne L'équipe qui a fait quand même. Est-ce que l'OM est le premier mais merci je Thomas. cite les meilleurs. Et moi je pense aussi que donc mine de rien, donc Milik ne soit pas là, c'est terrible et ça c'est la bonne nouvelle. Et au bout d'un moment, il faut que Dimitri Payet joue beaucoup plus, enchaîne les matchs beaucoup plus. On sait que quand Dimitri Payet est là, il y a quand même un volume de jeu, il y a quand même des flashs. Il peut décanter des situations. Que je vois à Marseille quand ils se projettent moins parce que les blocs sont mieux regroupés, il arrive par des passes à amener des choses. Avec le retour de Milik qu'on a déjà vu très en jambes, pareil, qui a beaucoup décroché parce qu'on a vu du mal à les trouver. J'espère que ça va aller mieux. Il y a une trêve, mais je pense qu'il va falloir avoir des réglages tactiques et arrêter de réinventer toutes les semaines un nouveau système. Hier, Luan Pérez, c'est pas lui rendre service de le foutre comme ça, piston gauche. Le mec, tu sais que ça, je trouve que c'est un des gros problèmes aussi de la compo de Bielsa, c'est que. Sampaoli. De Sampaoli, n'importe quoi. Lapsus, on peut le comprendre, quoi. T'as pas dit la combe, quoi. C'est que ces pistons. Parfois, c'est pas du tout des pistons. Parfois, c'est des ailiers carrément. Et donc, du coup, tu vois, on tape souvent sur les 3 derrière, ce qui est normal. Mais quand t'es à 5, enfin, t'es parfois à 5 derrière, c'est bien d'avoir des mecs. Tu vois, on parle parfois d'Amavi, mais Amavi, tu le mets à gauche. Moi, je suis sûr qu'il peut faire des choses, au moins physiquement, et c'est un défenseur qui peut défendre. Là, t'as des mecs qui ne défendent jamais dans ces positions-là, sachant que c'est des trucs hyper spécifiques. Après, Lille a fait un vrai gros match. Ah, mais complètement. Et l'OM, je te dis, et puis l'OM, dans l'intensité, quand tu réponds à l'intensité olympienne, ça devient très compliqué pour Marseille. Encore un stade où c'était une belle ambiance. Ouais, c'est très cool. Encore une fois, un super match. Ça marche à Rennes aussi. Grâce aux Marseillais quand même, qui est quand même, c'est quand même comme à Rennes d'ailleurs. C'est quand même un des rares clubs où quand même qu'au l'extérieur tu entends des chants de. Un des rares. Ils sont au moins 2. Il y a le PSG tout le temps. Casse-toi de là. Oh non. Il y a quand même les meilleurs supporters à l'extérieur. Le PSG, on a entendu que les supporters parisiens, c'est un fait. Et pourtant, il y avait des drapeaux rennais dans le stade, le Razon Park. Le Razon Park. Breton plus que Rennais, non? À Rennes, il y a plus de drapeaux bretons que Rennais. Du logo du Stade Rennais. Le blanc et noir, c'est breton, mais le rouge et noir, c'est plutôt. C'est Stendhal. Le stade de la route de l'Orient. C'est comme la confiture. On étale le savoir. La culture, c'est comme la confiture. Tu parlais du PSG, on reste sur le PSG parce qu'il y a une interview, les amis. Alors, il y en a une demain dans l'équipe de Kylian Mbappé. On ne sait pas trop ce qu'il y aura dedans, mais il y a une interview qui sort donc mardi à 18h dans l'émission de Jérôme Roten. Jérôme Roten qui a rencontré Kylian Mbappé. On a eu quelques extraits qui ont fuité ce matin sur les réseaux. Ça sent la semaine de feu au Paris Saint-Germain. La crise de novembre arrive en octobre en général au PSG. Bon, c'était une affaire avant QSI. Alors dites-nous si notre ami quand même. Ouais, c'est clair. Dites-nous en régie si vous êtes, si vous l'avez, n'hésitez pas à le lancer. C'est bon, j'ai entendu. Allez, c'est bon, on y va. À partir, parce que à partir du moment où je voulais pas prolonger, je voulais que le club ait une indemnité de transfert pour avoir un remplaçant de qualité, parce que voilà, c'est un club qui m'avait beaucoup apporté. J'ai toujours été heureux les 4 années que j'avais passées ici, et je le suis encore. Et je l'ai annoncé assez tôt pour que le club il puisse se retourner. Moi, j'ai vraiment voulu que vraiment tout le monde sorte grandi, qu'on sorte tous main dans la main, on fait un bon deal. Et moi, j'ai respecté ça. J'ai dit si vous voulez pas que je parte, je reste. C'est comme j'ai entendu que oui, j'avais refusé 6 ou 7 offres de prolongation, que je veux plus parler à Leonardo. C'est pas vrai. Non, c'est absolument pas vrai. Et on me dit Kylian, maintenant tu parles avec le président. Mais je parce vais dire que lui non, ramène Leonardo. Mais parce que lui n'a pas été capable de trouver une solution avec toi, c'est peut-être pour ça. Ça, je sais pas, c'est pas à moi de le juger, mais moi voilà, ma position elle a été claire. J'ai dit que je voulais partir et je l'ai dit assez tôt parce que voilà, moi personnellement, j'ai pas trop apprécié le fait de dire oui, il vient la dernière semaine de août. Non, c'est pas vrai, parce que ça fait voleur. Bon, alors il y a 2 choses. La première, c'est le fond de ce qu'il dit. Il sort un album ou pas là? Et la deuxième chose, c'est le timing. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, le timing il est bon. Il y a la série validée, 2e saison qui va sortir. Moi, je trouve que là, ça se prête parfaitement aux propos de Kylian. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est preuve d'un début de saison catastrophique du PSG, et pas seulement sur le terrain, dans les vestiaires. Qu'une interview comme ça sorte après un mois, quand t'as l'impression. Moi, c'est ça qui m'inquiète le plus. Quand t'as l'impression que, en fait, tout, parce que quand même ça a duré tout l'été, c'était chiant, c'était la une de l'équipe tous les jours. Quand tu dis que c'est passé et qu'il va se concentrer sur la saison et qu'il va tout faire pour tout gagner avec le PSG sur une saison, bon, c'est quand même son métier, tu vas dire qu'il peut se contenter de ça. Non, il va quand même, je sais pas si c'est lui qui demande l'interview ou en tout cas il l'accepte. La régie qui déboule chez Mbappé, mais le PSG doit être au courant. Mais en même temps, on fait la même chose sur l'équipe le même jour. Ça fait beaucoup pour le truc demain, c'est j'ai demandé à partir. Non, mais c'est quand même preuve d'un gars qu'on n'arrive pas à contrôler. Pourquoi réouvrir ce dossier maintenant? Je sais pas. Surtout que j'ai eu l'impression quand même que, sans dire que l'histoire était réglée, on savait tous sur quoi il fallait se baser. C'est-à-dire que oui, il reste un an de contrat. Non, il va pas réussir
re-signé, il ira au Real l'année prochaine. Fais ta saison et vas-y. Là, il sort. C'est même pas comme si quelqu'un était allé le titiller. Visiblement, c'est très préparé. Surtout s'il fait double interview dans deux des grands médias. Bon match contre City. Tout est préparé chez Mbappé. Il y a un bon match hasard. aussi parce que moins bon. Il n'a pas été pris au piège. Je te dis, si ça sort chez l'équipe et chez RMC le même jour, sachant que c'est un Kylian Mbappé qui maîtrise exactement tous les tenants aboutissants de sa com depuis maintenant plus de 2 ans. Non, c'est trop facile. Moi, c'est ça qui me gêne le plus. Qui racontent ce qu'ils veulent se barrer, que le PSG c'est nul, etc. Il peut dire ce qu'il veut. Moi, je m'en fous. Le problème, c'est de faire ça maintenant et de déséquilibrer au-delà d'un club. Tu déséquilibres toute une institution, une nation PSG, de tous les gens qui le suivent aussi. C'est-à-dire que quoi ? C'est-à-dire que quand il va venir au Parc des Princes dans 2 semaines, il va pas se faire siffler et ce sera mérité. Et il va dire vous me sifflez et tout. Bah ouais, mais et voilà, c'est le chat qui se morce la queue. Je trouve ça immature, irrespectueux. Et ça nous donne des regrets sur la. J'ai aussi. Mais c'est sûr. Bon, est-ce que c'est pas. Moi, je veux bien qu'on s'en prenne à Mbappé, il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, tu as le droit de cadrer, tu as le droit de dire non, tu ne fais pas de sortie, tu as le droit de maîtriser sa communication. La preuve que non, en fait. Là, tu as vu la régie qu'il y avait chez lui. Il fait ce qu'il veut, mais de toute façon, on va pas relancer ce débat. Les stars du PSG, les superstars du PSG, font ce qu'elles veulent. Pour moi, il faut même dépasser l'affaire du PSG. Et là, on est vraiment, et nous, on le voit très bien en NBA, c'est que les joueurs ont le pouvoir. Les joueurs ont le pouvoir sur les clubs, on peut le tourner comme on veut. On dit au Real c'est une institution, les gars ils font des dingueries tout le temps, il y a des déclarations tapageuses, ça fait partie du jeu. Donc là encore une fois, c'est la preuve que ces joueurs-là font ce qu'ils veulent. Alors on peut le déplorer, et là c'est normal de le déplorer vu le timing. Maintenant les joueurs diront que, et le premier un peu à avoir fait ça, c'est Nicolas Anelka en disant moi je vais contrôler mon truc. Je m'en fous, tu sais, quitte à être en guerre avec les clubs qui me payent, je serai en guerre. Et j'ai l'impression que Kylian Mbappé se dit je suis capable de prendre le risque, que ce soit la guerre avec le PSG, parce que de toute façon je me balance 6 mois. Enfin, tu dis les joueurs font ce qu'ils veulent, et dans le chat on a peut-être une analyse un petit peu différente. On dit le PSG, ça renvoie l'idée que le PSG c'est la prison, un petit peu comme ce qui s'était passé aussi pour Marco Verratti qui voulait partir avec Fioret, qui voulait partir l'OM, mais il y allait. Mais surtout voilà, avec Verratti qui voulait partir, on se rappelle à Barcelone, qui avait été bloqué et qui est désormais toujours au Paris Saint-Germain. La prison dorée. La prison dorée, ouais. La pire comme prison, c'est pas les bonnes. Ouais. Ça, c'est clair. Mais Mbappé, il joue aussi de. Bel exemple, donc ça belle référence d'ailleurs. Ouais. Il joue aussi de sa position de meilleur joueur offensif du PSG depuis le début de saison, qui le met aussi dans une position de force par rapport à des Neymar, un Neymar qui est dans le trou, un Messi qui cherche encore certains de ses automatismes, et un Di Maria qui aussi revient tranquillement et qui en plus est suspendu en Ligue des Champions. Donc il est en position de force, il en profite. Certains nous disent oui, mais quand il parle pas, vous gueulez. Quand il parle, vous gueulez. Non, on veut qu'il parle au bon moment et au bon endroit. À l'intersaison. C'est pas du tout ce qu'il fait. À l'intersaison. Donc c'est catastrophique. On revient peut-être aussi, Manu, et j'ai envie d'avoir votre avis là-dessus, sur la gestion du cas PSG. Moi, je trouve que quand des mecs montent comme ça au créneau, comme Ibra l'a pu le faire par moment, on pointe encore une fois cette gestion du PSG. On a vu ce débat quand Kylian Mbappé avait officiellement resté pour encore une saison PSG. J'ai dit, c'est comme une gestion cata du club, de se dire qu'il va peut-être partir libre, un mec qui veut plus rester là. On n'arrive pas à gérer ça. Et tu me dis, non, mais finalement, c'est bien, on s'en fout de l'argent et tout. Ouais, mais t'as raison. Mais en tout cas, c'est vrai que finalement, humainement, ça paraît très compliqué. On est qu'en octobre, Paris commence à trouver un peu, avant le match de Rennes en tout cas, avec cette victoire face à City. Et tu commences un peu à trouver à faire jouer on commence à avoir quelques petites bribes entre les stars devant. Et là, il te ressort ça. Est-ce que finalement c'était une si bonne idée de vouloir garder absolument ce mec-là pour faire cette attaque bling-bling? Moi, je vais te répondre simplement, Marwan, c'était une bonne idée tant qu'il ne se fait pas cette déclaration. Oui, mais t'étais sûr qu'il allait faire une déclaration Est-ce que les gens qui sont au sein du club, qui le côtoient tous les jours, qui ont des échos un peu de son entourage, ils se disent pas, non, en fait, faut le laisser partir, sinon il va nous faire la misère. Et tu peux pas le laisser partir non plus. C'est aussi, je dis beaucoup ça dans le chat, c'est qu'il te met le couteau sous la gorge à quoi, 30-45 jours de la fin du mercato en disant. C'est pas ce qu'il dit. Il dit. Il va pas dire le contraire. Ah bah je sais pas. On a le droit de croire les joueurs quand ils disent moi je les ai prévenus assez tôt pour qu'ils puissent se retourner. Après, son discours dit on part main dans la main et tout. Gros, tu es pas un dealer, calme-toi. Comment, avec ces échelles de transfert et l'impact que tous ces transferts ont, comment tu peux dire à ton club, mais de toute façon, t'inquiète pas, il te reste 30 jours pour trouver un joueur de mon calibre. Et en plus, grâce à mon transfert, tu vas avoir. Mais en même temps, Polo, le Real a mis l'oseille. C'est pas lui de dire ça déjà. Le Real, c'est ça. Là, on s'en prend beaucoup à Mbappé. On y croit vraiment. Moi, je suis assez de l'avis d'Erwan. C'est-à-dire, est-ce que là, alors le timing, il est catastrophique et on sera tous d'accord là-dessus. Mais là où je suis de l'avis de Erwan, c'est que t'as retenu un joueur contre son gré. Bon, bah, quelque part, tu peux pas non plus, faut pas faire la vierge effarouchée au moment où le mec dit bah moi je voulais partir. Ouais, mais c'est lui qui fait la vierge effarouchée en disant on m'a pas laissé partir alors que le PSG n'avait pas d'autre choix. C'est comme dans un couple, hein. Non, vas-y, reste, s'il te plaît, reste, fais tout. Bon, ben je reste, mais j'ai pas envie. Et puis un jour tu vas dîner sexe pause. Tu sais que ça va mal se passer. Tu vas rentrer le soir, on va pas y avoir des fleurs. J'ai préparé à bouffer. Ben non. Mais là où je rejoins Erwan, c'est que j'ai l'impression qu'aujourd'hui retenir des joueurs ça marche plus. Enfin, tu vois, ça n'a sûrement jamais marché. Il y a des exemples en NBA avec James Harden, Ben Simmons, on sait pas comment il va jouer cette saison. Il y a des exemples dans le foot avec Harry Kane qui est resté
à Tottenham qui est ça se passe très bien. Qui est fantomatique depuis son retour. Et j'ai l'impression que les joueurs qui n'ont pas pu partir où ils voulaient, il y a un moment où ils disent ok, je reste, je ferai le minimum parce que je suis professionnel et que je ne vais pas non plus me faire siffler. Par contre, j'aurai jamais le rendement que j'ai eu les saisons auparavant. Donc je pense que ça doit aussi faire réfléchir les présidents à faire bon. On a peut-être perdu le pouvoir, ce qui est une catastrophe parce que le club doit toujours avoir le pouvoir sur le joueur. Mais il y a un moment, les joueurs, ils ont tellement dépassé les clubs, j'ai l'impression, dans le football moderne et dans le sport moderne, qu'en fait, il faut peut-être avoir une nouvelle réflexion sur pourquoi garder les joueurs, dans quelles conditions, est-ce que tu peux encore aujourd'hui les garder ça marche à tous les niveaux. Ça marche à tous les niveaux. Un mec qui n'a pas envie d'être là dans le sport, c'est pire que tout. On n'est même pas obligé d'aller jusque dans le sport. Hein. Un mec qui n'a pas envie de bosser avec toi, gros, il va te rendre la vie terrible, il va être malade tout le temps. Et on en connaît. C'est pour ça, je pensais à un mec justement, Fabrice, par contre, un certain FF. Pour aller t'as vu quoi? J'ai vu des mecs qui disent ça sent le vécu, mon anecdote tout à l'heure. Effectivement, ça sent le vécu. Sauf que quand t'es rentré, t'es avec un autre mec. Évidemment. Mais il était sympa. C'était moi d'ailleurs. Ça n'a aucun cas affecté notre amitié. Non, et pour aller plus loin, maintenant, il faut espérer que ça ne ternisse pas trop l'image d'Mbappé qui en prend un coup. Et on le voit que dans beaucoup de stades de France, et je parle pas qu'au PSG, que dans beaucoup de stades de France, il est sifflé maintenant. Alors qu'après la Coupe du Monde, il était acclamé comme pas possible. Et qu'il y a eu une rupture. Un vrai switch en 2 ans. Une rupture. À Monaco, il était attachant au possible quand il a explosé aux yeux de tout le monde. Je trouve quand même que depuis 2 ans, depuis la Coupe du Monde, il n'est pas attachant du tout. On a beaucoup de mal à avoir de l'empathie pour lui. Et ça, c'est pas une question sa manière de c'est un genre du Paris Saint-Germain aussi, on va pas se mentir. Je crois pas que ça joue. Je trouve que dans sa manière de parler, l'extrait qu'on a vu, j'ai hâte de voir cette interview en entier, mais dans sa manière de parler, mec, t'as 23-24 ans, j'ai l'impression qu'il... encore une fois, il se projette beaucoup trop. Il écrit l'histoire avant. Et surtout, j'aimerais qu'on reparle aussi de son niveau de jeu, parce que contre City, on est là, il fait un super match, il fait un bon match, il y a cette remise qui magnifie son match. Il fait 2 passes d'école. Mais je trouve, mine de rien, que de manière générale, il joue plus à l'instinct. Ça se regarde un peu plus jouer. Il se regarde un petit peu plus jouer. J'ai l'impression qu'il calcule énormément tout ce qu'il fait. Alors, dans sa com, ça peut s'entendre, mais même dans son jeu, je trouve qu'il a perdu un peu de son instinct. Ça reste un joueur évidemment au-dessus de la norme, mais ce qui devrait être, je pense, dans le jeu, il calcule trop, ses buts, ses passes, il a perdu un peu de spontané aussi, et j'ai l'impression que toutes ces histoires-là, ça a de l'impact un peu sur son jeu. Oui, tu as raison, maintenant toute performance et tout est relatif, il n'en reste pas moins le meilleur des 4 devant. C'est ce que je disais tout à l'heure. Contre Rennes, il est dramatique devant le but, il est dramatique, il rate des trucs. Arrête, il a marqué. Bah, il était hors jeu. Il était hors jeu, donc ça compte pas. Et il est dramatique, mais comme tous les autres, tu sais, quand tu disais, tu rentrais de l'école, tu disais, mais non, t'es dans le rouge. Ouais, mais tous mes copains sont dans le rouge. Ouais, mais ce qui compte, c'est toi. Ouais, d'accord. Enfin bon, Neymar, vu le niveau de Neymar, au bout d'un moment, il va redoubler Neymar. Il va redoubler pas qu'une fois. Hein. Oh, donc voilà, c'est vrai qu'on peut parler de son niveau de jeu. Il n'en reste pas moins le meilleur Parisien depuis 1 an et demi, minimum. Ouais. Enfin, il y a eu le début de saison un peu compliqué l'année dernière, mais bon, depuis très longtemps, à porter ses coronesses dans les grands matchs et tout ça. Donc, tu vois, quand tout à l'heure on disait, il aurait mieux fait de partir et tout. Ben moi j'attendrai la fin de saison pour voir tout ça. J'attendrai parce que on est sur l'octobre, on verra. On verra, ça peut être le bordel, ça peut bien se passer, tout est possible. Moi sur le terrain, je vois ce que tu vas dire Erwan, mais comme le dit Tom, ça reste le joueur offensif numéro 1 du PSG. On en reparlera dans vos grands matchs importants. À côté, il y a Neymar et il y a Messi, donc pour l'instant c'est le cas en tout cas. Moi j'oublie pas contre City au retour en demi-finale, il est pas là et ça se voit. Hein. Complètement. Donc bon. On aura peut-être l'occasion d'en faire un débat les amis, parce que là c'est vrai qu'on a pris beaucoup de temps. Kylian Mbappé fait parler et déchaîne la passion sur ce plateau et en dehors bien évidemment. On n'a pas parlé de basket dans les news, on l'a gardé bien sûr pour la perf de la semaine, la Betclic Elite, c'est comme ça qu'il faut l'appeler maintenant, qui a repris ce week-end. 9 anciens joueurs NBA, full les marqués quand même français, c'est quand même une bonne chose. On va peut-être commenter d'abord les résultats, mon cher Erwan, avec toi. Des bons débuts pour Monaco et Le Mans, moins pour Limoges, Pau et Strasbourg. Ça y est, ça paraît pardon sur notre écran. Il est minuscule le truc. Tu peux le voir là. J'ai mes résultats. Voilà Malou, prenez ma loupe, cher ami. Tu connais ma vue chelou. Donc on va commencer par les résultats, ça me fait très penser à Stade 2 années 80 de prendre les résultats comme ça. Mais donc ça a commencé vendredi avec Fos qui a pris une énorme doudoune à domicile contre Chalon-Reims. Je suis inquiet pour mon ami Rémi Giotta, moins 30 à domicile. C'est compliqué de commencer le championnat comme ça. Le Portel qui s'impose 89-72. Dijon qui bat Paris Basketball pour le premier match dans l'élite. Paris Basket qui a fait un super match mais qui craque dans le dernier quart-temps face à un David Holston, on va en reparler tout à l'heure. Nanterre qui s'impose dans un hold-up face à Limoges et ça a ravi certains toujours de faire un petit peu, de battre Limoges dans le Money Time. C'était un super match. Le Mans qui tape Boulogne-le-Valois
C'est un peu une surprise quand même, 83-65. Portes qui perd pour les débuts des Américains, nouveaux propriétaires, donc 71-79 contre Bourg-en-Bresse. Monaco qui s'impose à Rouen, 80-75. La SIG qui perd sur la fin face à Cholet. Et l'Asvel qui gagne sur un buzzer beater de Chris Jones sur une passe de Eli Okobo. Je ne sais pas si on a l'image, mais c'est un modèle de défense qu'il ne faut pas faire. Il arrive à tous les niveaux. Ce qu'on appelle une Tom Serravino à la Factory. Attiré par le ballon. Voilà, attiré par le ballon comme il faut. Et donc l'Asvel qui perdait de 1 point. Et donc Eli Okobo qui va trouver cette passe D pour ce tir de Chris Jones dans le corner. L'Asvel qui enchaîne après son. Vous allez voir. Voilà. Oh Parce que ce qu'a fait le défenseur là, c'est quand même dramatique. Donc voilà. Après, évidemment, le panier, il faut le mettre au buzzer avec la pression. C'est quand même des joueurs de très haut niveau. Chris Jones, c'est quand même un ancien meneur estampillé Euroleague. Qui est toujours Euroleague avec l'Asvel cette année. Donc voilà. Pourquoi on veut parler du basket français ? Parce qu'on en a beaucoup parlé dans les médias sur ce début de saison. C'était le début donc de la désormais Betclic Elite. Et on va pas se mentir, on en a parlé un petit peu en mal du basket français parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de diffuseur. Et c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de vendre ce sport qui nous tient tant à cœur sans diffuseur, sans que les gens puissent le voir à la télé. Diffuseur télé donc. Voilà, diffuseur télé. Bien sûr. Bref, il n'empêche que il va se passer, il y a des choses aujourd'hui, il y a des solutions à faire et on voulait quand même mettre en avant avec Tom et toute l'équipe First Team ce qui s'est passé cet été. Tu dis 9 joueurs NBA qui sont arrivés, 2 équipes françaises en Euroleague qui ont d'ailleurs parfaitement commencé leur campagne en Euroleague avec Monaco qui s'impose face au Panathinaikos 75-63 et l'Asvel qui enchaîne derrière victoire 88-76 face à Kaunas. On a des Français qui brillent en Euroleague pour l'instant. On a un championnat de France, on l'a vu, avec beaucoup de bons Américains et plein de projets. On a le grand Victor Mbayama à l'Asvel. On aura le temps d'y revenir tout au long de cette saison. Donc, on voulait mettre en avant un petit peu ce championnat de France qui a besoin qu'on l'aide aussi. On ne va pas se mentir dans les médias et on a envie de l'aider. Et donc, pour ça, chaque semaine après les résultats, on vous aidera à voter pour le futur All-Star qui se tiendra le 29 décembre 27, à Bercy. Oh non 29 décembre à Bercy. Avec ça, on vous mettra le meilleur 5 Français de la journée, le meilleur 5 Français américains de la journée. Du monde. Reste du monde. Oui. C'est vrai qu'on a tendance à dire américain. Il n'y a pas que des Américains qui jouent comme étrangers dans le championnat de France. Et on va commencer tout de suite aujourd'hui avec les meilleurs 5 Français, les meilleurs 5 Américains. Et vous pourrez voter jusqu'au mois de décembre pour élire votre équipe All-Star Game. Et on vous fera même gagner des places pour aller voir l'un des meilleurs événements du basket français. Le mieux produit depuis des années et l'une des valeurs sûres. Et en ce moment, il faut s'accrocher à ces valeurs sûres dans le championnat de France. Donc n'hésitez pas en régie à nous balancer le premier 5 Français de cette première journée. Vous allez voir, il y a eu des cartons. Avec Mehdi Guama du Portel en sortie de banc qui nous fait un 13 points, 8 passes pour 20 dévals dans la belle victoire face à Orléans. Quand même 13 et 8. Thomas, toi qui as été meneur de jeu, c'est quand même... très haut niveau. C'est quand même très propre. Eli Okobo, qui avait mis 23 en Euroleague, qu'enchaîne avec 17 points, 5 passes décisives et la passe décisive sur Chris Jones. Donc Eli Okobo qui arrive directement de NBA l'année dernière, qui avait fait une petite pige avec les Nets, ça s'était pas vraiment goupillé. Notre ami Nico Lang, c'est la génération Toto ça. Ouais, clairement, ouais. 27 pions, 2 rebonds, 24 dévals. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Défaite à Nanterre. Ça, c'est un futur qu'on pourrait certainement voir en NBA. Yohan Makoundou, 19 points, 10 rebonds, 24 dévals dans la belle victoire à Strasbourg. Et enfin, Jerry Boutsele, avec 6 points, 11 rebonds, 17 dévals, toujours au service. Notre ami Jerry. Bien costaud. Bien costaud. Il a débossé pour Il est bien gaillard, Jerry. Hein. Oui, bien gaillard. Hein. Il a poussé un peu. Mais attention, petite patte gauche, beau basketteur. beau basket. gaucher, ok. À la fois physique et technique. Voilà. Donc voilà, ça, c'est nos 5 meilleurs Français de la journée. N'hésitez pas à aller sur le site de la Ligue. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et vous allez voir comment vous pourrez voter pour le 5 majeur français. Thomas, tu veux peut-être prendre les Américains ? Oui, on va continuer sur les Américains. Je vois aussi une question, c'est pas diffusé sur Sport en France. Effectivement, il y a un match par journée qui est diffusé sur Sport en France et tous les autres matchs sont diffusés sur la LNB TV. Allons sur le 5 des Américains si vous voulez bien. Vous allez voir sûrement des joueurs que vous connaissez très bien. On parle de David Holston, le petit meneur, scoreur extraordinaire, MVP du championnat avec Gideon. Absolument, il s'est fracassé avec un premier panier. Non, toujours là. N'hésite pas à intervenir, Polo. C'est pas Brandon Jefferson qui est à Pau maintenant. C'est Brandon Jefferson qui est à Pau. Très bien. Nick Johnson, qui a déjà joué à Nanterre et qu'on connaît puisque passé par la NBA notamment et qu'on a pu commenter l'année dernière en BCL du côté de Cara, joueur fantastique, capable de tout. Et justement, dans ce match entre Nanterre et le CSP Limoges, il était extraordinaire dans la dernière minute. Honnêtement, c'est les grands moments de ce début de saison. Tu parlais du buzzer beater. Cette fin de match entre Nanterre et Limoges, je vais dire, restera dans les annales. Peut-être pas à ce moment-là, mais en tout cas, ça vaut son
petit pesant de cacao. Dans une salle bouillante. Hein. Absolument. Monsieur Henry, 25 points, 4 rebonds du côté du Champagne Basket. Rien à voir avec Thierry Henry. Mike. Et est-ce que Monsieur Thomas, il a rien à voir avec Thomas Dufont 16 points, 18 rebonds, qui commence fort sa saison avec le mois absolument contre Boulogne-le-Valois. Et tu le disais, Luc Fischer, du côté de Nanterre lui aussi. 23 points. 23 points, 11 rebonds, c'est bien ce qui me semblait. J'ai vu une petite question. Qu'est-ce que c'est les évals qui n'a rien à voir avec Mobutu. Nabutu qui te demandait à quoi ça sert les balles. Alors les balles, c'est la compilation de toutes les stats. Donc tu ajoutes les points, les rebonds, les contres. Absolument. Et puis tu soustrais les balles perdues, les tirs manqués, les lancers francs et ainsi de suite. Les fautes, absolument. Ça te donne ensuite un évaluation comme ça. On appelle ça le PER du côté des États-Unis. C'est pas exactement le européen, l'éval. Ouais, éval c'est très européen et PER en fait c'est aux États-Unis. Ça te donne une petite note pour savoir si ton match a été très bien ou très naze parce que l'éval peut être négative. Et c'est déjà arrivé. Je me posais juste une question là. On a vu les cartons des Américains. Ouais. Est-ce que du coup la LNB, avec l'arrivée d'autant d'anciens joueurs NBA, on sait de joueurs américains qui émergent, est-ce qu'on va avoir de plus en plus de cartons comme ça? Parce que là, j'ai l'impression que sur une journée, on a vu quand même au moins 5 perfs à plus de 25 points. Je trouve ça énorme pour du basket français. Il y a plusieurs divisions dans le même championnat. Quoi. Il faut savoir que le basket, en général, s'ouvre au scoring. En fait, il y a un truc naturel. Vous regardez un match d'Euroleague, maintenant, c'est plus incroyable de voir un match à 90 points. Ça l'était bien plus avant. En fait, le basket, il y a de plus en plus de possessions, beaucoup plus de tirs à 3 points, donc beaucoup plus de rebonds. Donc c'est pour ça qu'il y a quelqu'un qui fait 18 rebonds dans le 5 monde. Donc voilà, ne soyez pas choqués si vous voyez des 20 et 10, des 30 points et ainsi de suite, parce que voilà, le basket se donne à plus de spectacles, tout simplement, parce que plus il y a de possession, plus il y a de points. Et plus on a vu en NBA avec les Warriors depuis 6-7 ans. Ouais. Est arrivé dans le monde et on le voit aussi on a vu pendant les Jeux Olympiques, on l'a vu aussi à la Coupe du Monde FIBA, puis on le voit en Euroleague, qui était quand même une ligue où tu pouvais commenter des matchs. Moi, il m'est arrivé à Bin commenter des matchs d'Euroleague où il y avait 56-52. Ça, c'est un match c'était des braves matchs. Mais non, donc voilà, donc l'adresse à 3 points, le spacing, jouer beaucoup plus large, avoir plus de possession, beaucoup plus de courses. Donc voilà, ça amène, et le championnat de France n'y déroge pas. Donc voilà, un basket d'attaque. Moi, je vous dis, le championnat de France est un bon championnat de basket et plus jamais cette année. Plus que jamais. Merci Thomas. Parce que plus jamais. Parce que je te dis. J'accuse. Parce que t'as Monaco, Lasvel qui sont montés des armées qui veulent absolument être champion de France et briller en Euroleague. T'as une équipe comme Levallois, Boulogne qui sont en train de monter des super projets. Bourg-en-Bresse, les Américains qui sont arrivés à Pau. Avec un énorme budget. Voilà. Après t'as des équipes comme Le Portel qui sont des chaudrons. Tu vas jouer là-bas. T'as beau être Lasvel ou qui que ce soit, tu peux te faire attraper. Tant c'est compliqué et hostile d'aller jouer là-bas. Le CSP Limoges, on ne le présente plus, équipe historique avec un chaudron à Beaublanc fantastique, et j'ai eu la chance de le connaître, jouer contre Limoges dans une chapelle à Beaublanc, ça te met les frissons. Il y a plein de belles histoires, nos amis de la SIC qu'on a commenté l'année dernière, il y a énormément de belles histoires à raconter sur la Betclic Elite, et donc voilà, c'est pour ça que cette année, on a envie de mettre un petit peu plus en avant dans SoSports la Betclic Elite. On fera pas des grosses parties comme ça chaque année, chaque semaine, mais en tout cas, on parlera de résultats et des 5 majeurs français et les autres du monde. Et des belles histoires. Demain, vous allez en raconter, les amis, parce qu'on a une superbe rencontre à retrouver sur LNB TV. En effet, oui, mais il y a 2 casteurs de grande qualité autour de ce plateau qui seront le point d'orgue de cette grande soirée. Boulogne-le-Valois qui reçoit l'AS Monaco. C'est demain soir, 20h30 pour le coup d'envoi à la salle Marcel Cerdan. Commenté par la First Team. Racontez-nous, mettez-nous l'eau à la bouche un peu, les amis, là. Alors déjà, il faut savoir que ça se passe sur la LNB TV. Donc si vous voulez regarder ce match, on a évidemment les images, pour ceux qui posent la question souvent. On est à la salle et on commente. C'est gratuit pour tous ceux que ça intéresse. T'as juste besoin de créer un compte, je crois. Absolument, tu crées un compte sur le site. C'est gratuit, ce qui est important de dire. C'est gratuit, absolument, sur le site de la LNB. C'est gratuit, Polo. C'est gratuit. Combien ? C'est gratuit. Et donc avec Aaron, on aura beaucoup de plaisir à commenter ce match entre 2 grosses armadas du championnat, avec du spectacle, tu en parlais tout à l'heure, dans une belle salle qui est Marcel Cerdan pour tous ceux qui sont allés. Et on vous conseille de venir avec nous découvrir ou redécouvrir ce championnat si vous l'avez un peu délaissé, parce que ça va game, parce que tu as 2 super équipes, parce que tu sais, quand on parle de spectacle et tout, on a vu des buzzer beaters, on a vu des énormes dunks déjà sur cette première journée, ça va continuer sur ce match-là. Et nous, c'est important pour nous d'être des vecteurs, des ambassadeurs quelque part aussi de ce championnat, dans lequel on aurait pu, jouer pas du tout, mais on aurait rêvé de jouer un jour. On aurait rêvé de jouer un jour en Pro A. Bon, ça s'est pas fait, donc on va le commenter avec beaucoup de plaisir. On joue dans un autre championnat. On joue le samedi soir, mais les matchs commencent à minuit. Et finissent à 6h du
du matin. Il y a rarement de défaite. Hein. Rarement à domicile. Méfie-toi quand même. Méfie-toi. Et allez Boulogne demain soir. Et il y aura des guests, tout au long de la soirée. On dit pas tout parce qu'il y aura plein de surprises, mais il y a vraiment tout un dispositif qui se met en place. Je devrais être demain, là, ouais. et ça va être absolument exceptionnel. 20h30 LNB TV. Donc on l'a dit, Boulogne-le-Valois contre l'AS Monaco. Énorme affiche, hein, Vincent. On rappelle que Vincent Collet, donc le coach de l'équipe de France, médaillé d'argent aux derniers Jeux Olympiques, revient coacher dans le championnat de France. Ça fait depuis 1 an et demi, 2 ans, donc il s'était fait après son éviction de la SIG Strasbourg. On a quand même le meilleur coach de l'histoire du basket français qui vient coacher Boulogne-le-Valois face à l'un des 2 gros favoris qu'est Monaco. Monaco, ils ont une équipe pour le championnat, une équipe pour l'Euroleague. Ils vont pianoter un petit peu. Demain, ça va être quand même un gros match parce que le Valois qui a perdu au Mans, je pense que demain, ils vont être revanchards. Ça va être un énorme match, qu'on s'y trompe pas. C'est une énorme affiche de Betclic Elite. Et je disais un dernier truc, n'hésitez surtout pas évidemment à regarder sur la NBTV, mais le meilleur endroit pour regarder du basket, c'est dans les salles. Et on y sera, donc on pourra évidemment voir et tout. Absolument. Donc si demain vous êtes dans la région parisienne, n'hésitez surtout pas à prendre des places. Il y a évidemment une billetterie sur le site du club ou sur le site de la Ligue. Donc allez-y à fond tout au long de l'année. On offrira aussi des places. D'ailleurs, il y a des places à offrir. On a un jeu concours. Jeu concours sur Twitter, absolument. Mais tout au long de la saison, n'hésitez pas, quel que soit votre endroit en France, allez voir du basket parce que c'est le meilleur sport du monde. On aime le foot, Manu, mais on préfère le basket. Dis-le. T'as raison, bien sûr. On est ici pour le basket. Et puis il pleut jamais. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Il fait bon en hiver. Alors après, moi, j'ai fait toutes les salles. Alors, à N3, il m'est arrivé de jouer dans les salles où il pleuvait. Il pleut parfois. Mais bon, là, ça sera pas le cas, croyez-moi. Je te dis pas en départ alors. Allez voir le basket dans les salles. C'est vrai que c'est la meilleure promotion qu'on puisse faire. Pour le jeu concours, juste, ça se passe sur le Twitter de First Team. Voilà, parce qu'on a mis le visuel, mais ça se passe bien sur First Team 101 sur Twitter. Jusqu'à 18h. Donc il reste une demi-heure. Et il y a une vraie question de Larry Loiseau qui dit Manu qui commente, ça serait pire que France Télé ou pas? C'est possible. C'est possible que ce soit pire, les amis. Je pense pas. Parce que tu prendrais conseil. Ouais, l'énorme différence entre eux et toi, c'est que t'as beaucoup de talent, toi. Oui. Donc tout de suite, tu upgrades. Et que tu travailles énormément. Puis ce week-end, je t'ai vu dans l'émotion, c'était exceptionnel. Oui. Attends, l'autre, il a mis une frappe de 75 mètres aussi. Des frappes comme ça en national, on en voit très rarement. Après 10 ans de carrière, j'ai pas vu ça. Inutile de vous dire que je me suis un petit peu lâché. Très rapidement, les amis, en 1 minute, il y avait l'Euroleague qui commençait aussi la semaine dernière. Bon, on va passer le fait que l'EFS Istanbul rêve de faire un doublé bien sûr dans cette Euroleague. Un petit mot quand même sur les Français, parce que ça faisait depuis 2015. C'est ça qu'il n'y avait pas 2 clubs français en Euroleague. C'est ça qui avait gagné leur premier match. Complètement. 2002. Ça fait depuis 2002 que 2 équipes françaises n'avaient pas gagné leur premier match. Complètement. Des équipes françaises qui gagnent des matchs en Euroleague, c'est des petits événements. Et ce qui est bien, c'est qu'avec l'Asvel et Monaco, on peut imaginer que nos équipes gagnent des matchs. Il y aura l'Asvel nous a bien habitués. Alors on a vu, comme moi j'ai regardé Monaco, le Pana notamment. Bon, le Pana. Bonjour le 55 côté Monaco. Ouais. Mike James. Bon, il a joué en marchand. Hein. Oui. J'espère qu'il jouera d'ailleurs demain. Je pense qu'il a besoin de rythme, tonton, donc ça serait bien de le mettre sur le terrain quand même. Mais on a vu une super équipe de Monaco. Maintenant, le but pour une équipe française à terme, c'est d'essayer d'accrocher le top 8 et de faire un quart de finale et se donner pourquoi pas la chance de faire un Final Four. Honnêtement, même si Monaco et l'Asvel ont monté des armées pour le championnat, aujourd'hui en Euroleague, il y a quand même une concurrence très compliquée et si l'un ou l'autre, ou les deux, arrivent à accrocher le top 8, ça serait un exploit. Ne nous trompons pas, je réponds juste à un commentaire. Où c'est qu'on peut regarder l'Euroleague? Malheureusement, pareil. Pas de Euroleague sur les télés françaises. Donc pour l'instant, la meilleure solution, c'est d'aller prendre l'Euroleague Pass à 80 balles. Va bien, à 80 balles. Ça a l'air. À 80 balles sur la saison. J'ai pas mieux à te proposer, mon ami. Écoute, ça sera peut-être intéressant. Tu disais, tu as commencé ce préambule sur le basket en disant que justement cette Betclic Elite n'avait pas de diffuseur pour tous ces matchs. L'expérience de demain, en tout cas, et c'est pas parce que je vous aime beaucoup que je le dis, peut être très très intéressante parce que ça peut mettre aussi un petit vent d'air frais sur des produits comme ça qui avaient du mal à exister en télé. Et j'espère que ça sera un grand. En tout cas, soyez avec nous demain. On va avoir. Honnêtement, on ne vous cache pas que Tom et moi, on est des enfants de la Ligue. On est passé par les espoirs, on est passé par des centres de formation. Et on est un peu ému de faire ça. Donc, on a besoin demain de la force de tout le monde. Donc, n'hésitez pas à 20h30, après que le récap soit fini, évidemment, forcément, de venir nous donner de la force pour regarder. Sortir du récap, boum, voilà. Sortir du récap, vous venez nous voir, on aura besoin de vous. Voilà. Il y aura des calembours, j'espère, Erwan. Il y aura toujours des blagues, calembours. Et vous pouvez rencontrer. Il y aura toujours notre ton. On arrive à habiller tout en noir. Bonjour. Pas de costume cravate demain. Oh, le cake, le beau panier. Filoche. Allez, rendez-vous bien sûr, Marcel Cerdan si vous voulez rencontrer les ZIG, et sinon sur LNB TV. Thierry Zig, il joue plus. On va se marrer. Et nous tout de suite, on ouvre une large page consacrée à cette émission à Monsieur Bernard Tapie qui a disparu hier.
Alors ce week-end, il y avait bien sûr la disparition, on l'a appris malheureusement dimanche matin, de Bernard Tapie, mais c'était surtout week-end de fashion mode. Et ce week-end, eh bien, Tom a célébré tout ça bien évidemment avec une très très belle doudoune Rivaldi, une doudoune noire, car ce week-end était aussi le deuil de Bernard Tapie. On en parle aujourd'hui dans sa chronique, c'est bien sûr l'heure du mot de Tom. Ouais, salut Manu, salut les gars, vous savez, le temps passe, les choses changent, la génération d'avant parlait politique et faisait grève, quand aujourd'hui on débat sur Ruby ou Maeve. Vous savez, le temps passe, mais les légendes, elles, restent. Et dimanche matin, quand on a appris le décès de Bernard Tapie, on a tous un souvenir qui nous est remonté. La seule Coupe d'Europe remportée par un club français pour Erwan, le 5e Tour de France de Bernard Hinault pour Polo, les mallettes d'argent enterrées au fond du jardin pour Thomas. Pour moi et ma génération, c'est plus compliqué, car c'est le temps d'après, celui du Bernard Tapie dans les Bernard affaires... Hinault, c'était pas ma génération, excuse-moi. Je Tu n'as pas 49 ans. Excuse-moi, Tom, je me suis trompé sur Wikipédia. Pour moi et ma génération, c'est plus compliqué, car c'est le temps d'après, celui du Bernard Tapie dans les affaires et les magouilles, celui qu'on incarcère et qu'on dépouille. En mai 97, alors que ce beau garçon qui vous parle voyait le jour, Bernard Tapie, lui, disparaissait derrière le barreau des Baumettes après une affaire de match truqué. C'est le début de l'effondrement de son empire. Pourtant, je grandis en connaissant ce nom, et plus je m'attache au sport et m'en rapproche, plus son nom ressort. Car Bernard Tapie, au-delà d'être un entrepreneur, un politique, un chanteur ou même un acteur, ça a surtout été un type qui était très important pour le sport français. Et tu l'as dit, de base, Bernard Tapie n'avait à la base rien à voir avec le sport. Ah non, c'est un commercial comme tu peux en croiser ici à Webedia. Bon, la grande différence que lui arrivait à vendre. Mais c'est un gars qui aime profondément le sport et qui comprend surtout très vite que la réussite sportive amène la popularité. Pour beaucoup, Bernard Tapie, c'est l'Olympique de Marseille. Cette Coupe d'Europe, ce slogan, à jamais les premiers. Il a redonné à l'OM une stature quand le club flirtait avec les bas-fonds du championnat et pas seulement dans les résultats. C'est un changement sur tous les aspects où l'OM devait se calquer sur son image, celle de la réussite et du m'as-tu vu. Les matchs au Vélodrome deviennent alors des shows de lumière, l'entrée des joueurs se fait en musique, le public revient dans les tribunes et apprécie. Une nouvelle fois dans sa vie, Tapie a conquis. Mais Bernard Tapie, c'est aussi la voile, le cyclisme, le sport auto, le tennis. C'est un record du monde sur la traversée d'Atlantique, envoyé 2 Tours de France à la tête de son équipe, la Vie Claire, et des raquettes Donnet, utilisées notamment par André Agassi. Tapie, c'est beaucoup de choses pour le sport français, mais c'est surtout un homme à 2 visages, entre le boss et Nanar. Celui d'un homme d'affaires qui en aura fait des bonnes, mais qui aura surtout été mêlé à beaucoup d'autres. Celui d'un type venu nulle part, mais qui aura parfois mêlé ambition et corruption. C'est aussi un certain rôle de mafieux, par moments, qui lui allait tellement mieux qu'à Benoît Magimel dans Truand. Bernard Tapie, c'est les affaires, la politique, la célébrité, le show business, le cinéma, mais c'est surtout le sport. Et Marseille, une ville dont il était étranger, mais qui avec le temps est devenue sienne. À 78 ans de vie aux 1000 combats, c'est finalement la maladie qui l'aura mis au tapis. Son empreinte sur le sport français, elle, restera, tout comme ses coups de gueule et ses citations, dont celle-là. J'ai déjà menti, oui, mais j'étais de bonne foi. Merci Tom pour le mot de Tom. Bien évidemment, c'était une blague avec les commerciaux de Wikipédia. C'est parce qu'on s'entend beaucoup et comme larron en foire, comme on disait dans le temps. Et qui aime bien, châtie bien. Qui aime bien, châtie bien. Merci beaucoup. Tu viendras voir dans mon bureau, Tom, après. C'est la vision de Tom Tchervino et je trouvais ça très intéressant qu'il nous livre sa vision dans ce papier parce qu'il y a autour de cette table différentes générations qui ont appris à évoluer, ont grandi avec le phénomène Bernard Tapie. Là, c'est la vision bien sûr d'un garçon né en 1997. On va exposer justement la vision de chacun autour de ce plateau, autour d'un débat. Quelle est la trace laissée par Bernard Tapie dans le sport français? C'est le débat de la semaine dans House of Sport. Alors, ce n'est pas une trace de pneu pour faire bien sûr écho à une vieille émission bien sûr de la classe foot. Je le disais, quelle est la trace laissée par Bernard Tapie dans le sport français? On l'a appris hier matin et Tom le disait justement. Bernard Tapie, entrepreneur, chanteur, animateur télé, acteur, ancien ministre, décédé à l'âge de 79 ans des suites d'un cancer. Alors moi je trouve que on entend beaucoup d'hommages qui se multiplient dans les médias, sur les réseaux sociaux, etc. etc. Et j'ai la sensation, et c'est pour ça aussi qu'on voulait traiter aujourd'hui du sujet, moi je trouve que c'est le sport qui rend aujourd'hui Bernard Tapie un peu immortel, malgré le fait qu'il ait disparu hier. C'est pas ses exploits en politique, c'est pas ses exploits dans la chanson, dans le cinéma, au théâtre, ni même bien sûr dans la chanson, dans les quoi affaires, que ce soit, ou dans les affaires, qui aujourd'hui le rendent bien sûr immortel. S'il n'y avait pas eu le sport, l'OM, la Vie Claire, on en a parlé tout à l'heure, peut-être en tout cas qu'il n'aurait pas eu l'hommage qui lui a été rendu hier. On rappelle juste très rapidement les 10 ans de Bernard Tapie, après je vous donne la parole très rapidement. 10 ans dans le sport de 1984 à 1994, le cyclisme avec la Vie Claire, équipe montée autour de Bernard Hinault après son renvoi de chez Renault, qui était à l'époque dirigé par Cyril Guimard. Et ça a été consécutif d'un 3e Giro, bien sûr, pour Bernard Hinault, pour le blaireau, et d'un 5e Tour de France. Et il y a eu le foot où à l'époque, c'était en 86, l'épouse de Gaston Defferre, alors maire de l'Olympique
l'Olympique de Marseille, eh bien propose au cours d'un dîner, c'était pas prévu, au cours d'un dîner, elle propose à Bernard Tapie de reprendre l'Olympique de Marseille qui vient de remonter en première division, qui est en difficulté financière, difficulté sportive, il ne se passe pas grand-chose dans ce club. Et puis, 10 ans que l'OM n'avait rien gagné, 4 titres de champion de France, une Coupe de France, la fameuse coupe, bien sûr, aux grandes oreilles. Et puis, bien sûr, le scandale aussi également au MVA. Quelle image, les garçons, vous gardez de cet homme ? A-t-on le droit, 24 heures après sa mort, d'être critique ? Parce qu'il y a eu du succès, il y a eu une méthode, il y a eu un style, mais il y a eu aussi les affaires. Quelle trace Bernard Tapie a laissé dans le sport français ? Tu veux commencer ? Moi, je vais commencer. Il laisse une trace indélébile de par les succès. Mais de toute façon, Bernard Tapie, on peut pas répondre de manière manichéenne. C'est bien, c'est pas bien. C'est pas comme ça. C'est un personnage tellement entier, tellement avec une vision tellement folle. On avance sur son temps quand il récupère Marseille. Tu le dis, c'est les minots qui viennent de remonter de D2. Le stade, ils font 13 000 personnes. 4 mois après, pour le premier match de l'OM, il y en a 43 au stade. 43 000, hein, évidemment. Oui, Voilà, très vite, il va faire de l'OM un club historique avec une vision. Alors oui, avec des méthodes, comme tu le dis, mais tout de suite, c'est ce qu'on fait après d'autres clubs. Attention, quand je dis des méthodes, c'était aussi positif. Parce qu'on l'a vu dans le vélo comme dans le foot, il a professionnalisé. Attirer des stars, savoir comment attirer les gens au stade. Et puis c'est quelque part aussi une vraie mainmise sur le club. Alors des fois, il dépassait complètement son rôle de président quand il appelait Raymond Goethals pour lui demander sa compo. Mais c'est un mec qui aimait tout contrôler. Voilà, alors avec ses qualités, ses défauts. Mais quand on voit ce qu'il a réussi à faire à l'OM, en tout cas en 5-6 ans, sur les 5-6 premières années, pour moi, c'était un visionnaire d'abord. Parce que quand t'es pas issu du sport et que t'arrives à faire ça, n'oublions pas que quand l'OM fait finale de la Ligue des Champions, c'est pas arrivé depuis Saint-Etienne en 76. L'OM la gagne, mais à l'époque où l'OM gagne une Coupe d'Europe, personne s'imagine qu'un club français peut être champion d'Europe. Complètement. Donc c'était un visionnaire. Il a cru en ce que personne ne pouvait croire en France. Et c'est aussi pour ça qu'on l'a critiqué. Mais je vais y aller, hein, parce que ça mais moi j'ai plein de questions, mais je pensais que tu voulais parler. Moi je voulais. Non, mais moi j'ai la vision, du coup plus cyclisme, hein, d'un mec dont je n'ai pas été le contemporain, parce que même si Tom est plus jeune que moi, je reste aussi jeune. En tout cas, c'est vrai, j'aime y croire. Et c'est quelqu'un que j'ai mal connu, mais c'est quelqu'un que j'ai découvert par ce biais du cyclisme. Et voilà, je pense que la première chose qu'il faut mettre en lumière, c'est qu'il a révolutionné, il a donné un coup de pied au cul du professionnalisme vers ceux auxquels a tendu le cyclisme après. Alors après, on en discutera pendant ce débat avec pas mal de zones d'ombre et pas mal de moins bien. Mais ce qu'on peut regarder de lui, en tout cas dans le cyclisme, c'est qu'il a transformé, en tout cas il a professionnalisé et transformé notamment au niveau salarial ce sport qu'il a pris au niveau de Moyen-Âge, hein, je cite ces mots, et il en sort après Toshiba en 89. Il en sort un cyclisme devenu complètement différent et qui va arriver dans les airs même un peu tristes de l'EPO, tellement ce cyclisme est allé vraiment trop vite dans le professionnalisme à outrance. Moi, j'ai quand même la sensation que Bernard Tapie, c'est vraiment le type que tu adores ou que tu détestes. Il est très très clivant, que ce soit ceux qui l'ont suivi par le biais du sport, mais aussi avec tout ce qu'il a fait autour du sport ou dans sa vie. C'est vrai que c'est quelqu'un qui a 1000 visages, 1000 facettes. Hier, on a pu voir de très nombreux sujets sur sa vie. C'est vraiment des vies très impressionnantes. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, au bout d'un moment, tu regardes le truc, tu fais putain, attends, ça, c'est un mec différent. Ouais, t'es fasciné par tout ce qu'il a fait, les affaires réussies, les affaires manquées. Il est quand même condamné 4 fois, dont une affaire directement liée par le sport. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il est à la fois l'homme des succès, donc vient de citer Erwan et Polo, dans 2 des plus grands sports français, médiatiquement, avec les plus grandes stars sur le terrain, mais aussi celui qui a fait complètement chuter son club de cœur. Donc c'est vraiment ça que je vais garder de Bernard Tapie, c'est cette espèce de double facette complètement inexplicable et inexpliquée, tant sur le plan de l'ambition, comme disait Erwan, mais aussi sur les moyens de l'ambition. Et ça, moi, je peux comprendre les gens qui détestent Bernard Tapie, parce qu'à un moment donné, il y a des règles, et le but, c'est de respecter ces règles. Bernard Tapie, pour gagner, était capable de les transgresser complètement et la faire... Une ambition sans faille. Il s'est donné les moyens de gagner, quels que soient les moyens. Quels que soient les moyens, il s'est dit, moi, je vais gagner. Et moi, je garderais quand même ce truc de juste après la main de Vata, cette déclaration, je trouve que c'est tout de lui. C'est-à-dire Alors, on rappelle. Oui, vas-y, la main de Vata, c'est demi-finale de Ligue des Champions. C'est pas la Ligue des Champions, c'est la Coupe des Champions à l'époque encore. C'est qu'en 93, ça devient la Ligue des Champions. Marseille fait
Marseille fait 1-1 au Vélodrome. Perdeur. Non, gagne 2-1 au Vélodrome, je crois. Ça, il gagne 2-1 au Vélodrome et il y a 0-0 à Benfica. Et Vata met un but de la main, mais quand je dis un but de la main, c'est pas but de la main comme ça. C'est un mec qui fait un truc de volleyball. Et mais c'est vrai. Et donc le but est accordé. Évidemment, pas de VAR, tout ça. Ah bon et Bernard Tapie, donc à l'issue de ce match-là, donc l'OM ne va pas en finale retrouver Milan, qui gagnera ensuite face à Benfica. Il dit mais maintenant j'ai compris comment il fallait gagner. Et quand il dit ça laisse peu de place. Ouais, quand il dit ça, c'est fou de se dire qu'au micro des journalistes devant une caméra, il a dit ce jour-là, non seulement j'ai compris, mais en plus on va le faire. 2 ans plus tard, ils sont champions. La même année, il y a quand même l'affaire OMVA, donc c'est quand même fantastique, où on rappelle qu'ils ont clairement payé des joueurs de Valenciennes pour lever le pied avant la finale avec des champions, ce qui sur le principe, on peut le comprendre, mais de là à le faire... Ça peut arriver, on peut y penser. Évidemment qu'on peut tacler Bernard Tapie, il s'est mis au niveau de tous les autres. Voilà, les clubs italiens, les clubs espagnols, il s'est mis au niveau des autres. Je te relance tout de suite là-dessus, parce que c'est quelque chose de très intéressant. C'est vrai que quand on se replonge dans cette affaire OMVA en 2021, on en oublie un petit peu le contexte. Pour ceux qui n'ont pas connu le contexte du sport et même du football à cette époque-là, c'était quand même très vicieux, très vicié. Alors moi j'ai quand même grandi, là je suis le plus vieux autour de cette table, moi j'ai quand même grandi en suivant les clubs français en Coupe d'Europe se faire systématiquement voler. C'était mon avis d'enfant de l'époque, c'est aussi celui de mon père, qui est plutôt un mec beaucoup moins énervé que moi, donc un peu plus juste, par les clubs italiens, que ce soit la Sampdoria, la Juve, Milan. Et Milan, c'est bien qu'on en parle, parce que c'est ceux que tu bats en 93, mais je pense qu'aussi Tapie s'est énormément inspiré de Berlusconi dans les échanges. Et, le Golden Boy, c'était l'époque des grands Golden Boy. Il y avait de ça, et à un moment donné, alors... On en revient au fait qu'à un moment donné, oui, il y a cette affaire qui tombe, et tu peux pas dire le contraire, mais tout ce contexte des années 90, il est brumeux. Il y a une omerta terrible dans le football. On peut le décrire peut-être pour les plus jeunes qui nous regardent. En Italie, il y avait quand même d'énormes soupçons de dopage. Et je ne sais même pas si on peut dire aujourd'hui soupçons, parce que quand tu vois certaines vidéos, même certains joueurs, les déformations que leurs gamins ont eues par la suite, etc., c'était quand même un cancer en Italie, le dopage. En Espagne, il y a eu des arrangements aussi également entre équipes. On en parlait tout à l'heure, les primes qui étaient données aux équipes qui affrontaient celles qui jouaient le maintien, etc., etc. C'est-à-dire qu'on dit souvent que Tapie, c'était un cas isolé. Attention, je fais pas de lui un martyr et un saint. Surtout pas. Mais il a adopté les méthodes qui étaient celles de l'époque, entre guillemets. Et sans doute qu'en France, peut-être que d'autres les ont adoptées aussi, qu'on n'en a pas assez parlé. C'est un gagnant. N'oublie pas que Saint-Etienne en 76, ils perdent la finale avec des champions, ils frappent 3 fois sur des poteaux carrés. Le coup franc, je sais plus qui marque, je crois que c'est peut-être Beckenbauer, mais quand il joue, l'arbitre il siffle pas, les Stéphanois ils sont pas prêts. On a passé des années à se faire enfiler en voulant respecter. Mais nous, on joue au foot, et en face, tu jouais contre des Espagnols, des Italiens, qui te la mettaient à l'envers tout le temps. Et Tapie, et ce mec a dit, non, mais moi, je vais jouer avec leurs mêmes règles. On va se mettre à niveau, quoi. On va se mettre à niveau. C'est intéressant ce que tu disais sur le côté Golden Boy. Très rapidement, je vous relance là-dessus, parce que moi, il y a un truc qui m'étonne, et en regardant les reportages hier, je trouvais ça assez fascinant. Peut-être qu'Erwan, t'as plus d'éléments de réponse là-dessus. Un mec comme Berlusconi, Berlusconi et Tapie, pour moi, c'est les mêmes. La seule différence, c'est que Berlusconi est arrivé au plus haut pouvoir, on va dire. On l'a jamais balancé sur Premier ministre en Italie, en effet. Enfin, les bons au foot. La petite Ruby, peut-être, mais c'est un petit peu plus tard. Mais ce que je veux dire par là, c'est que. Mais il n'a rien dit, par contre. Il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que, comment il s'appelle ? Berlusconi a repris le Milan. Le Milan, c'est un club assez populaire. C'est pas la bourgeoisie milanaise, c'est même le prolétariat. Voilà, la bourgeoisie un petit peu internationaliste est derrière l'Inter, et le prolétariat un peu populiste et populaire est derrière le Milan AC. Il a fait pareil, Bernard Tapie, en reprenant l'Olympique de Marseille. On rappelle que c'est un Parisien, issu de la banlieue parisienne. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il est rentré au panthéon de Marseille. Et c'est, je trouve, assez intéressant. C'est-à-dire, Bernard Tapie, le Golden Boy, l'homme des entreprises, le rêve américain, self-made man, etc. Parisien qui vient reprendre l'Olympique de Marseille, qui en devient l'un des pontes, l'un des papes. Si tu pouvais juste nous... Parce que toi, tu l'as vécu quand tu étais petit, cette époque-là. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, à Marseille, on part du principe qu'un garçon comme Tapie est Marseillais, va se faire enterrer d'ailleurs vendredi à Marseille, alors qu'il a fini sa vie à Paris. Mais Marseille est une ville populaire. Et l'époque le début des années 90, c'est toujours un peu le cas, même s'il y a beaucoup de choses qui sont faites à Marseille. C'est une ville très pauvre, il y a énormément de chômage. C'est une ville avec un fort prolétariat. Et il y a une vraie culture mafieuse, historiquement à Marseille. Moi, j'ai grandi. Les gens ont
Et moi aussi, les gens ont cette culture un peu de cette admiration par rapport à la mafia, à l'histoire de la mafia. Et Marseille est une vraie, par rapport à la Corse, par rapport à l'Italie, la French Connection, hein, avant que ça soit Pablo Escobar, hein, n'oublions pas que les bateaux, ils partent du Vieux-Port, frère. Hein. Donc, et ça, c'est important. Quand je dis pas que Bernard Tapie est un mafieux, mais je dis que... Il avait un air. Quand t'arrives avec... le torse bombé, ouais. que tu dis, moi, cette équipe-là, je vais l'emmener tout là-haut, et que tu l'amènes là-haut, et que tu amènes de l'espoir, du rêve aux gens, tu les ramènes dans un stade, et que tous les samedis, c'est le feu, si tu les fais rêver, et que tu leur sors de leur quotidien très compliqué, parce que Marseille, et surtout dans les années 80, est une ville très compliquée, rongée par la cam aussi. Donc... anarchique, tu peux le dire. Hein. Un peu anarchique, il était un personnage anarchique. Et lui, à travers l'OM, alors que lui, il vient pas du tout de ce monde-là, mais à travers l'OM, il a réussi à fédérer tout le monde. Et c'est pour ça que les gens l'ont aimé, l'ont adoré. Le feu que c'était avant que le Vélodrome soit rénové en 98, c'était la folie, les virages 2P, tout ça et tout, la légende 2P dans les années 90. Il y avait une ferveur autour de Marseille qui permettait à tous les gens qui suivaient l'OM dans le stade, mais même qui étaient à l'extérieur à regarder les matchs dans les bars ou chez eux, ça les sortait de leur quotidien compliqué. Moi, j'ai grandi dans les quartiers nord, je voyais que les soirs où l'OM jouait, il y avait personne. Et que Tapie, c'était le mec, il va nous emmener là-haut. L'espace de 1h30 pendant un match, ou l'espace d'une saison, il te faisait rêver, il te sortait de ton quotidien. Et je crois que ça, les Marseillais l'ont pas oublié. Alors moi, la question sur laquelle j'ai envie de vous relancer, elle vient immédiatement en tête hier, après, on l'a dit, tous les reportages, tous les sujets sur l'hommage à Bernard Tapie et son œuvre, entre guillemets, dans le sport. On l'a dit, il a été là pour le pire, c'est-à-dire le pire scandale quand même dans l'histoire du foot français, même dans l'histoire du sport français. Il a été là aussi pour le meilleur, cette fameuse Ligue des Champions de 1993, qui, et ça sera une parenthèse tout à fait personnelle, est peut-être le petit premier grain ou la première graine en tout cas qui a peut-être aussi permis 1998, cette Coupe du Monde, parce que Deschamps, de Sailly et au moins 3 mecs, etc. Ouais. C'est quand même la première fois entre guillemets on peut gagner. Non mais voilà, le changement, on va dire, de mental. Où est-ce qu'on situe Tapie du coup dans la légende? Est-ce que il est tu l'as dit tout à l'heure, il est dans le pire, il est dans le meilleur? Est-ce qu'on peut dire que c'est peut-être l'un des meilleurs présidents de l'histoire du sport français? Moi, je pense que c'est l'un des plus grands. Il y a un truc très simple, c'est ma génération. Si tu te renseignes pas sur Bernard Tapie, tu sais pas l'affaire VA. Ce qui est vrai. Moi, je l'ai su en lisant des articles quand j'étais un peu plus jeune. Par contre, je savais que c'était lui à la tête de l'OM en 93. Donc, je pense qu'il a tellement amené le club de l'OM très haut que je crois qu'aucun président ne l'a fait. Et le deuxième président qui pourrait venir en tête, c'est Jean-Michel Aulas. Et qui c'est qui l'a mis à la tête? C'est Bernard Tapie. Et c'est cette vision c'était les premiers entrepreneurs finalement à récupérer un club et à mettre en avant aussi cette image un peu bling-bling, un peu... Enfin, je trouve qu'avant Tapie et Aulas, les présidents, tu les retiens pas. Là, j'ai l'impression Claude Bess et Tapie, quoi. Claude Bess et Tapie, ouais. J'ai l'impression que ces visages, tu les retiens. Et du coup, je pense que la magouille, elle est catastrophique. Elle a fait, je pense, du mal au football français. Mais le bien qu'il a fait en gagnant une Ligue des Champions, je pense que ça dépasse un peu ça. À l'époque, t'as des déclarations où il dit, regardez, moi j'ai mis du pognon dans Marseille. J'ai mis du pognon dans Marseille. Si Bordeaux le fait, Bordeaux l'a fait avec Klosbed. Si Saint-Etienne le refait à l'époque, si Monaco le fait, on peut. Claude Bess, pardon. Barbie et Claude Bess. Non, mais c'est deux personnages complètement différents. Excuse-moi. Mais il avait cette volonté de faire un championnat de France. Et aujourd'hui, c'est ce que les Qataris ont fait, alors avec une autre manière évidemment, mais Tapie a toujours cru que, par conseil, il n'a jamais bégayé là-dessus, c'est-à-dire, si on veut des résultats, il faut mettre du pognon sur la table, il faut payer les mecs, il faut faire venir les meilleurs. Et le lien avec Canal aussi, la rivalité le lien avec Canal. Et honnêtement, aujourd'hui, les Qataris, ce qu'ils font en mettant de l'argent comme ça, en attirant les meilleurs joueurs, c'est ce que Tapie voulait faire et a fait en partie il y a 30 ans. Oui, c'est exactement ça. Donc, pourquoi tu nous reproches de vivre ce qu'on vit aujourd'hui maintenant? Parce que je vous déteste. Polo et Tom, on vous a pas entendu. Aulas, Tapie, c'est qui le plus grand président de l'histoire du foot français? Moi, je dirais que voilà. En fait, la différence, c'est qu'il y en a un qui a gagné avec 2 champions, difficile de lui enlever. Puis il y en a un autre qui est là depuis 30 ans et qui, ils ont tous les deux pour eux de mettre leur argent. Et ça, c'est ce qu'on aime aussi dans les présidents propriétaires. C'est une énorme différence avec un président délégué. J'ai quand même tendance à dire que pour la longévité et tout ce qu'il a réussi à créer à Lyon, parce que tu vois, c'est un stade. Voilà, le stade et puis la fierté lyonnaise aussi, tu vois. Il était en D2 quand il récupère. L'œuvre d'Aulas à Lyon est quand même plus complète. Voilà, tout à fait. Certes, Marseille, c'est un club centenaire avec des champions. T'as gagné avant. Tapie revient en 2001 comme général manager, mais bon, c'est pas comme la meilleure des périodes. Tapie, ça reste 7 ans, 8 ans, et tu gagnes la Ligue des Champions en 93, 2 semaines après, il y a l'affaire l'OMVA qui vient, et tu te manges 2 ans de Ligue 2. Et il va en prison pour ça, quand même. Moi, je l'enlèverai jamais rien. Il nous a tellement, c'était incroyable ce
ce qu'il a fait de Marseille, et encore aujourd'hui, son héritage est présent. Même si les joueurs samedi, j'ai l'impression que certains, ils savaient pas qui c'était, ça m'a un peu gonflé. Mais pour moi, c'est incomparable les deux. Et pourtant, Aulas s'est beaucoup inspiré, il a beaucoup échangé avec Tapi. Pour moi, les deux sont incomparables. Déjà, t'as un Lyonnais de souche. Aulas, il me semble que c'est un mec qui aime... Voilà. Alors que l'autre, c'est plus un arriviste là-dessus. Un peu plus, ouais. Ouais, mais j'ai l'impression quand même que Tapi a montré la voie à Aulas, et que Aulas s'est inspiré de Bernard Tapie. Et du coup, j'ai du mal à mettre Jean-Michel Aulas, malgré toute son œuvre, au-dessus, parce que j'ai l'impression que tu avais un précurseur. Et tu mets bien Michael Jackson devant James Brown, c'est pareil, au bout d'un moment. Oui, mais alors. Le jour où Jean-Michel Aulas gagnera la Ligue des Champions, pourquoi pas, je pourrais en parler. Aujourd'hui, j'ai plus envie de mettre en avant celui qui était aux prémices et celui qui était innovateur dans ce milieu, que Jean-Michel Aulas, qui a fait énormément de choses, mais qui finalement avait un modèle à suivre. Voilà. Jean-Michel Aulas, si on va plus loin, il reste autour de l'Olympique Lyonnais, là où Tapi a une aura beaucoup plus extraordinaire, je trouve, aujourd'hui. Certes, mais sportivement parlant, il a quand même fait de Lyon un des plus grands clubs de France. Il a quand même monté un centre de formation qui est un exemple depuis 20 piges. Il a fait des grandes campagnes européennes. Peut-être qu'il aurait dû lui aussi mettre des petites mallettes à des mecs à l'arbitre, et on aurait peut-être mis carton rouge au gardien pour Neymar. Par contre, je pense que c'est la grande différence entre Jean-Michel Aulas. C'est pas le bon entre Jean-Michel Aulas et Bernard Tapie. Je pense que Jean-Michel Aulas n'aurait jamais pris le risque et ne prendra jamais le risque de flirter avec les limites pour mettre en danger son club. Ouais, il était cinglé, mais c'est aussi ce qu'aimait Marseille. C'est pour ça. Mais Marseille est une ville comme ça. Il y a un vrai romantisme entre Bernard Tapie et l'OM, qui je trouve dans la ferveur populaire. Même si Aulas et l'OL c'est très fort, je trouve qu'il y a un petit plus avec ça. Il y a aussi cette Ligue des Champions. Et je trouve que toutes ces histoires, belles ou moins belles, autour de Tapie et l'OM, font qu'aujourd'hui, l'histoire elle est plus forte de ce côté-là. Même si on prend factuellement les faits, et tu sais à quel point je suis pragmatique, oui, je mettrais plutôt Aulas devant. Mais par contre, il y a une espèce de romantisme autour de cette relation entre l'OM et Tapie qui est extraordinaire et qui ne sera plus jamais vu en France. Enfin, je vois pas. Le gars a été élu quand même dans les Bouches-du-Rhône. Dans ce monde, dans cette mondialisation en outrance et ce football racheté de plus en plus par des il aurait pu Tapie, il aurait pu faire ça qu'à Marseille. Oui, bien sûr. Allez, à Toulon, peut-être, mais toi, ici... Ou à Naples. Et ça se trouve, aujourd'hui, c'est même plus possible. Polo a dit, tout à l'heure, je vous posais la question, je disais, est-ce qu'à 24 heures après son décès, est-ce qu'on a le droit de revenir sur ce qu'il y a de négatif, sur la part d'ombre de Bernard Tapie? Polo a dit un truc très intéressant. Moi, hier, je me suis un peu laissé prendre au jeu du sentimentalisme, parce que tu avais aussi la sensation que tu avais perdu, on va dire, un mec, c'était un peu la fin du foot à papa. Quand je parle du foot à papa, c'est Bernard Tapie, le mec omnipotent dans son club, qui fait lui-même entre guillemets le mercato, qui agit partout, qui donne les consignes avec son talkie-walkie dans les tribunes à ses entraîneurs ou devant sa télé, etc. Berlusconi était exactement pareil quand il arrivait en hélicoptère sur les terrains d'entraînement, machin, pour en jeter. Enfin, si tu veux, c'était une certaine idée du football, et aujourd'hui, j'ai plus l'impression qu'on a des technocrates que de véritables, tu vois, hommes charismatiques à la tête de nos clubs. On nous parle de Nicolas. Oui, voilà. À part le fils Nicolas, même, qui perpétue un petit peu cette idée-là. Et c'est vrai que il y avait un petit peu de nostalgie. Il y a quand même un parallèle qui est très très intéressant. On le verra tout à l'heure peut-être dans le quiz. C'est que la force quand même de Tapie, il connaissait rien au foot quand il est arrivé dans le foot, et il a su s'entourer quand même. Et par exemple, Jean-Pierre Bernès. Oui, avec Bernès, mais avec plein d'autres gens. Il parle le dialogue, on va dire, avec les joueurs, avec les techniciens. C'est comme ça aussi qu'il a appréhendé le foot, et qu'il en arrive, comme tu le dis, en 93, à connaître tous les rouages, tout le vice du football, et en arriver à gagner le titre suprême entre guillemets pour l'OM. Et si tu fais le comparatif, alors il est facile aujourd'hui, mais Jacques-Henri Hérault, qui n'y connaît rien au football, qui est arrivé il y a quelques mois, années, du côté de l'Olympique de Marseille, j'ai l'impression qu'aujourd'hui il y a beaucoup. Mais attends, je cite lui, mais il y en a un paquet, paquet d'autres. Tu penses que les supporters de l'OM voudront qu'on renomme le Jacques-Henri Hérault Vélodrome un jour? Je pense jamais. Mais si tu veux, c'est l'intelligence aussi du mec qui ne connaît pas le football et qui s'entoure, on va dire, de gens qui connaissent et lui permettent d'aller. L'ambition démesurée à chaque fois. Vraiment, moi je te dis, c'est un précurseur. C'est vrai que depuis hier, j'ai relu pas mal d'articles, j'ai vu pas mal de documentaires, et je suis retombé, je me dis, mais c'est des images que j'avais déjà vues, mais à l'époque, je les comprenais pas. Bien sûr. Ce mec qui déboule fin des années 80 et qui dit, il faut mettre des millions sur la table, il faut attirer les meilleurs joueurs. Mais en France,
Mais c'est ça, les gens, ils ont dû dire, mais qu'est-ce que c'est que ce mec? Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois, qui était déjà connu. Les pros étaient pros financièrement, donc parce qu'ils en vivaient déjà très bien. Mais tout le professionnalisme, il y avait rien autour. C'était encore un peu l'amateurisme dans la manière de faire. Lui, il a tout révolutionné. C'est un vrai précurseur par rapport à ça. Et puis c'est aussi lui qui a créé la rivalité avec Paris. Complètement. Il a toujours mis du storytelling, les embrouilles avec Claude Besse, tout ça et tout. C'était. Voilà, qu'on l'aime pas, mais moi, quelqu'un qui vient, qui s'assoit à côté de moi, qui me dit, mais attends, Bernard Tapie, il a fait ça, je fais, ben oui, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La vie, c'est pas, c'est des mecs, des gens, oui, c'est pas Dalai Lama, merci, quoi, tu vois. Mais bon. Il a fait exactement avec le football ce qu'il avait fait quelques années avant avec le cyclisme, mais avec vraiment les mêmes manières de faire. Il a été introduit par des mecs du cyclisme pendant 1, 2, 3 ans, avant d'arriver. En 84, il appelle Bernard Hinault, qui vient de se faire débaucher de Renault. Il lui dit, bon, tu peux recourir. Personne n'y croyait. Même Bernard Hinault le dit, c'est 50-50. Il me fait OK, je te crée une énorme équipe autour de toi. Et si tu me dis que tu as 50-50, je sais que tu vas tout donner, tu vas revenir à fond. Bernard Hinault, il regagne en 85 Giro, Tour de France. Mais là aussi, à un moment, il peut pas s'en empêcher. Il peut pas s'en empêcher d'avoir ce côté. Il y a l'histoire avec Laurent Fignon en 84 qui gagne le Tour et qui humilie un peu Bernard Hinault. Il gagne le Tour et qui va voir Laurent Fignon 3 mois plus tard? C'est Bernard Tapie pour lui demander, mais tu veux pas venir dans notre équipe? C'est quand même un chien, le rival. Mais c'est un chien et c'est comme Et c'est quand même à l'époque, il était à 2 doigts de faire venir, quelqu'un le dit dans le chat, et bien joué à lui, de faire venir Maradona. Ouais. Il a pensé. Bon, après, les Napolitains, ils ont dit, frérot, attends, nous, on est encore. Il avait dit oui. Ouais, il avait dit oui, mais lui, ils ont dit, maintenant, on est encore plus fou que toi, donc il va pas venir. Mais il met l'oseille, donc oui, il va y aller. Il fait pareil, il fait venir Greg Lemon, il lui fait à l'envers. À l'OM, je m'en souviens pas. Il lui fait à l'envers sur le tour 85, il a 2 doigts de lui faire à l'envers sur le tour 86. Il y a cette histoire avec Luke aussi, et les pédales automatiques, où il avait promis à Lemon un pont d'or, ça ne s'est jamais fait. Lemon le déteste, Bernard Hinault l'adore, il dira que parmi les Bernard Tapie, il y a 2 races dans le monde, il y a la race des gagnants, la race des perdants, et Bernard Tapie fait partie de la race des gagnants. Alors voilà, surtout dans le cyclisme, on peut l'interpréter un peu comme on veut, mais voilà, c'était exactement comme au football quelques années plus tard. Il a comme dans les vraiment affaires. Exactement les mêmes rouages. Alors, c'était quand même un capitaliste reconnu et forcené dans une France, comme le disait très bien Avoine, dans les années 80, qui est pas du tout encore là-dedans, qui est même un peu contre ce mouvement. Donc c'était assez impressionnant. C'est les socialiste, mais qui avait bien évolué dans le sens du capitalisme. De communiste, c'est quand même les années des Golden Boy où on se fait du cash à fond, ça vient de Wall Street et tout. Vous avez déjà vu le film Wall Street de New York? Oui, d'accord, vous avez à New York, là, tu les regardes avec leur costard trop large et tout, mais nous. Parce qu'en France, les gens, ils faisaient pas du cash, quoi. C'était le modèle des Bernard Tapie, des Berlusconi et d'autres. Ils ont fait du cash à la mort. Bon, lui, il a fait beaucoup de cash, il en a rendu aussi, pas mal à la fin. Alors justement, dans le chat, il y a beaucoup de critiques et de réactions très négatives autour de Bernard Tapie en disant, mais attendez, il a piqué dans l'argent du contribuable, etc., avec les affaires, bien sûr, du Crédit Lyonnais, etc. On ne juge que la partie sportive même. On se met pas les autres questions sur la politique, etc. On n'est pas vraiment. On n'a pas d'infos. Officiellement, on n'a pas d'infos. Moi, je sais juste qu'il a eu plus 400 millions et puis moins 585 millions à un moment donné. Donc, moi, j'ai su qu'il avait changé le logo Adidas et je ne savais pas que c'était lui. C'est lui qui a inventé le truc des 3 bandes, enfin qui a fait dessiner ça. Ça, c'est quand même. Oui, parce qu'on l'a pas dit, mais il a été à la tête d'Adidas. D'ailleurs, ça. Il a racheté pour un franc symbolique. Toujours, comme l'OM. Du coup, là. Et comme l'OM avait acheté un franc symbolique. Et aussi, Robert Louis Dreyfus était dans cette affaire-là. Bon, c'est pour ça que le début des problèmes, c'est avec Adidas. Puis quand il s'est lancé en politique, puisque il était adoubé par François Mitterrand quand même. Exactement. Voilà les amis, tiens, un petit tour de table, le Vélodrome, on le renomme Bernard Tapie ou pas? Parce que c'est beaucoup de supporters marseillais. Ça va être compliqué, mais la tribune Jean-Bouin mériterait d'être, qui est la tribune un peu officielle, mériterait d'être appelée Bernard Tapie, évidemment. Ouais. Il y a déjà assez de Jean-Bouin en France, on peut en enlever un. Quoi. Alors, pauvre Jean-Bouin, il a rien demandé. Est-ce que vous l'avez dans le chat? Qui est Jean-Bouin? Je sais pas qui est Jean-Bouin, mais je sais qu'il a un stade juste à côté de chez moi. Ça sera l'œuvre d'un thème, bien sûr, dans le quiz. Voilà les amis, en tout cas, pour l'hommage d'House of Sport pour Bernard Tapie et les questions qui se posaient. On aurait pu, je pense, encore une fois, comme d'habitude. En tout cas, il y a des gens très remontés. J'ai l'impression que Bernard Tapie leur a volé leur propre argent. C'est possible. Un peu facile. Il a mis des gens sur le carreau. Après, c'est possible. Un peu facile de parler que du sportif, je cite, dans une émission de sport. Moi, je trouve que ça se tient. Non, mais dans le récap, ils ont prévu 1h30 dessus. Vous pouvez zapper sur la 15. Normalement, il y aura tous les autres. Hâte d'avoir l'avis de Maxime Lannes sur l'œuvre de Bernard Tapie. Rendons à Jean-Bouin ce qui appartient à Jean-Bouin, vrai gars. 1904-1914, c'est sa période d'activité. C'est un coureur cross-country, 5000 mètres, 10 000 mètres, né à Marseille.
D'accord. Ça s'invente pas. Incroyable. Parce qu'au début, je croyais que c'était 1m68. Cartoko et Cambi de ce que tu expliquais, mais restons Mort pendant la guerre, 1m68, non mort pendant la guerre, absolument. C'est donc un vrai gars, mort pour la France. Médaille d'argent, qui, JO. ouais, absolument, médaille d'argent. Demi-fond, on nous dit, ouais. En Le demi-fond, chat ouais. est toujours bien, Bravo, toujours bien Bravo les informé. amis, bravo les Et amis. une photo d'exception. Alors, Eh on ben- dit que les 3 bandes, c'est faux, parce qu'il y avait déjà eu l'histoire avec Johan Cruyff, notamment, les 3 bandes. Ah ouais. Donc, peut-être que c'est les 3 bandes, tu sais, comme ils faisaient début des années en relief 90, avec le- tu sais, une plus petite, un une moyenne. Oui, c'est ça. Voilà. Le triangle 3 bandes. Un peut-être. triangle. Le dégradé. Oui, puis Ouais, le triangle, dégradé. un triangle rectangle. Oui, le logo toujours. original, il y a déjà les Bah, trois bien sûr. bandes. Le triangle rectangle, peut-être. C'est vrai qu'il a inventé un truc au bout d'un moment. C'est lui qui le dit, c'est pas moi. hein. Voilà les amis, on aurait pu passer des heures, je vous le disais, sur Bernard Tapie. On va peut-être continuer parce que peut-être qu'il sera question de Bernard Tapie. C'est le moment du quiz, bien évidemment. Dans 10 minutes, vous avez rendez-vous avec le récap. On ne pouvait pas se quitter sans un excellent quiz. Et on commence avec le premier volet, la première partie. Le quiz du week-end. On va voir si vous avez bien suivi ce week-end de sport. Je sais que la réponse c'est oui, mais bien évidemment. Première question, que devient Théo Walcott? Il est en première ligue. C'est pas mal, mais tu peux m'en dire. On l'a vu en plus il y a pas longtemps. Il est pas a- Aston Villa Pardon? Ou Aston Villa Non. West Ham. Non. Non. Birmingham. Non, on a Everton. tu as raison, je vous mets pas de point là-dessus. Il joue à Southampton, son club. Southampton, formateur. il le voit avec son maillot. On l'a Il vu au était début. titulaire On l'a vu, on contre l'a regardé il y a Manchester 2 United. Et il est sorti à la 50e minute, je crois, au Mais 45e. oui, il a le plus Walcott. beaucoup de jus, notre ami. Je suis arrivé après, moi. En sport mécanique, qui sont les deux Français à pouvoir être sacrés champions du monde de la Quartararo. prochaine course? Et Oui. Ivan et- Zarco. Et Zarco. Non. Non, Zarco. Non, il ne peut pas être deux à être sacrés champions du monde. Tu viens de dire ça là. Non, j'ai dit en sport mécanique, qui sont les deux Français à pouvoir être sacrés champions du monde. Théo Pourchère. En, Théo Pourchère. en Formule 1. Non, pas Verne. Sébastien Loeb. C'est pas Sébastien Loeb. Mais Non, non, mais Ogier. Sébastien Ogier, ouais. Ah oui, Ogier. Bon, les 0 points, ça. Ouais, ouais, c'est pas Les grave. clubs, il a arrêté. Ricard, Club, il a arrêté sa carrière Mais à moi, c'est pour la blague, et après, je pensais au Et Grosjean, il peut pas gagner, non Non, la saison est finie. Ah bon et voilà. En Ligue 2, un ancien international français passé par l'OM et l'OL a connu sa première sur le banc en tant qu'entraîneur. Ouais, mais ouais. Ancien international français qui a joué à l'OM et à l'OL, il a connu sa première sur un banc en tant qu'entraîneur. C'était Quel en poste Ligue 2 à Nancy, pour tout vous dire, contre le Paris FC. cette Nancy qui est année. dernier en Ligue 2. Hein. Dernière poste, Ligue quel 2. poste Milieu de terrain. Et les Rando. Jeune Champ Non. Ouais, Et les ratiches qui courent après le parquet. Ou le beefsteak. Chacun aura son Ah. expression. Hein Une grande dent comme ça. Un Benoît. J'en ai. Benoît Chirou. Non. Bah non, Alors, il commence. il est chico impeccable. Attends, Chirou. attends, OL, Un mec qui est OM, passé Benoît, par Pedretti. Sochaux. Pedretti. Bravo. Ah, ah ouais, Pedretti. Bravo, Très bien, mon d'accord. Sacré tireur de coup franc. Quel ancien entraîneur de l'OM a dit, en hommage à Bernard Tapie, ça m'a fait marrer, de ouvrir les guillemets, il était en avance sur beaucoup de choses, il avait un niveau intellectuel exceptionnel, il aurait pu être ministre de la communication. C'est un ancien entraîneur de Raymond l'OM. Goethals. Ça. De l'OM. Non, c'est pas Goethals. c'est Beckenbauer. Raymond Goethals. C'est pas Beckenbauer non On plus. peut plus lui parler, lui. Je te la refais. Vas-y. Il était en avance sur beaucoup de Trop vite. choses. Je l'ai très mal fait. Kalkidan Gezaege a battu le record du monde de l'épreuve d'athlétisme aux 10 km en 29 minutes et 38 secondes. Mais quelle est sa nationalité? Kenya. Éthiopien. Non. Kalgidan Gezaege. Indien. Nigérien. Non. Suédois, des fois, ils ont Ne vous des... méfiez peu. Voilà. Ouais, c'est ça, suédois. Vous le donnez. Non. En fait, Britannique. vous l'aviez en disant éthiopien, mais il était naturalisé Bahreïni. Ah, là, c'est dur. Un là. demi-point, un demi-point. Bravo à lui, en tout Quel cas. fils et petit-fils de la légende italienne, d'une légende Maldini. italienne. Maldini. Merci, mais c'est quoi son prénom? Il a marqué la semaine dernière, en plus, le gars. C'est ça. J'ai oublié. Pedro. Je vous en donne un chacun, on reste à 2-2, ça me régale. Théo. À quand Comment il remonte la t'appelle dernière édition d'un Paris-Roubaix couru dans la boue, dans le vent, dans le chaos et sous la pluie? En 1988. C'était en Pas 2004. 88, c'est pas 2004. 2001. 2001, oui, mon polo, Ah ouais. il était pour toi. j'aime- Ce week-end en Liga, les villes de Barcelone et de Madrid étaient opposées à travers 2 matchs. Si on fait l'addition des 2 matchs, Ah, 0 points. 2-0 Zéro point. pour Barcelone. Non, pour le Real, pardon. 2-0 pour Real, pour Madrid, du coup. Ah non, il y a un ils ont perdu un partout. Il y a un partout, il y a un partout. Un partout, un partout, ils ont perdu. Madrid a perdu. La question. J'ai eu peur. But de Benzema, d'ailleurs. Quel joueur de tennis français disputait sa Gaël Monfils. première finale cette saison? Il a perdu. Arrivé- Et vous avez vu cette stat là Ouais, avec c'est- Rafael Nadal vous l'avez vu passer Lui, il fait une finale, ça fait une Ouais. finale minimum, à minima depuis 14 Chaque ans. année depuis 2005 pour lui et Rafael Nadal est premier de ce classement. Depuis 2004, il fait au moins une Incroyable. finale Deuxième ATP. finale. Et il a gagné Bravo, deux Gaël. 32e. places au classement ATP. Je sais pas comment il a Exactement, dit. il a perdu Le 6-3, centième, 6-4 en 2-7 contre Yannick Sinner. Allez, le 5 à la suite, l'Italien. voilà les 4 propositions que je vous fais, les amis. Ça va vous régaler, je l'ai dit, j'ai voulu faire plaisir à mon polo, je sais qu'il pourrait prendre au moins les 4. Il y a l'habillage ou pas, les amis? Ben non, pourquoi il y a. Ah oui, non, j'ai oublié de le donner, c'est vrai. Je l'ai fait faire. Il est là, bravo mon Jérém.
Les frasques des anciens joueurs du PSG, on va rigoler. L'OM de tapis, plein d'anecdotes pour continuer. La légende du Paris-Roubaix. Ça, c'est si vous êtes dans l'équipe, bien sûr, de polo. Et si vous êtes dans l'équipe de polo, vous allez forcément prendre. Ils sont champions de France de Quidditch. Attention, c'est un quiz véritable. C'est ce truc de Quidditch, là. Champion de France de Quidditch. Ça existe depuis 10 ans. On fête les 10 ans cette année. Il fallait qu'on en parle. Quand tu dis ils sont, c'est quoi? On a trouvé quoi? Bah, les équipes. C'est que les clubs parisiens, tout se joue à porte-maillot, les amis. Bizarrement, je sais pas pourquoi. Allez, l'équipe qui mène, c'est l'équipe Top Tom. Les choisissez, les gars? Tu préfères l'OM de tapis ou les frasques des anciens joueurs du PSG? On va prendre les joueurs du PSG. Ouais, sur le PSG parce Allez, que... let's go, c'est parti, les On est amis. ensemble, hein. On va très vite. J'ai été licencié de Beşiktaş pour avoir simulé une masturbation après avoir marqué Pascal un but. Nouma. Pascal Nouma, bien évidemment. J'ai fait 10 ans de prison après avoir violé et torturé ma fille adoptive qui me servait de bonne. Godwin Okpara, bien évidemment. À peine arrivé à Paris, je fais parler de moi après avoir pété les plombs sur les Champs-Élysées. Je montre mon sexe à une policière et je finis ma nuit en garde à vue. Locaux? Bien sûr, Patrice Loco. Putain, bravo. En 2012, alors que j'ai pris ma retraite en Savoie, où je tiens une affaire d'ailleurs avec Matt Pokora, je me fais enlever par 3 hommes armés d'un fusil à pompe, dont l'un d'eux, Ghislain Anselmini, fut mon coéquipier à Lyon et Guingamp et est l'amant de ma femme. Celle-là, elle est incroyable, j'avais oublié, mon gars. Qui ça? Oh, c'est incroyable. Tu là où tu Il a joué avec Anselmini. En 2012, alors que j'ai pris ma retraite en Savoie où je tiens une affaire avec Matt Pokora, je me fais enlever par 3 hommes armés d'un fusil à pompe, dont l'un d'eux, Ghislain Anselmini, fut mon coéquipier à Lyon et Guingamp, et aussi également, surtout, l'amant de ma femme. Incroyable. Incroyable. Vous l'avez ou pas? Je suis désolé. Non. Ok, c'était Fabrice Fiorez. Un soir de mai 2016, je sors bourré de boîte de nuit avec des amis quand je me rends coupable d'insultes et de coups donnés à un policier. Quelques mois avant, j'avais insulté mon entraîneur sur la place publique. Vous l'avez. Aurier. Aurier, bien évidemment. Pardon. Ah oui. J'ai posé nu pour une revue homosexuelle brésilienne afin de pouvoir finir de Vampeta. payer mes impôts. Bravo. Je savais qu'il allait arriver, lui. On l'a chez nous. J'ai été injustement contrôlé positif à la Nandrolone en 97. Taco. Ah non, oula, pardon. Non, ça va trop pas vite. Sacco. Pardon. Donc je passe à la suivante. J'ai produit de faux documents pour obtenir des avances sur salaire du PSG car je suis criblé de dettes. Le club s'en aperçoit et me vire, Et on c'est en la a fin de parlé ma la semaine carrière. dernière. On en a parlé. Liasser. Francis Yaster, Merci de bien m'aider. évidemment. Je fume problème. le joint de trop alors que je suis titulaire en équipe nationale. Mon contrôle positif me prive d'un rôle de numéro 1 à la Coupe du Monde 98. Bernard Lama. Lama. Mes arrivées bourrées le matin à l'entraînement et le non-respect des mises au vert ont épuisé mon entraîneur malgré Ronaldinho. mon statut de futur meilleur joueur du monde, Ronaldinho. Et enfin, j'ai été flashé à 232 km/h sur l'A13 au volant de ma Porsche. Ça a été longtemps le record d'excès de vitesse pour un footballeur. Roten. Jérôme Rotten. Et il termine, mes amis, avec 1, 2, 3, 4 points Bravo. pour Bravo. Tom et Tom. Comment ça, que 4 points, c'est tout? Ah ouais, En parce fait, que, il faut faire la tu suite. t'es planté sur Guérin. Tu m'as dit c'était Guérin. C'était Guérin, je l'avais Guérin pas. 97. J'avais pas celle-là. Bravo. Et puis bien Bravo, sûr, Thomas. Fabrice Fiorez, cette fameuse histoire avec Antoine qui restera ma préférée de toutes celles que Incroyable. Elle est terrible, hein. Elle est- Oh, le Fab. Elle est pas très belle. Il y a du mal dormir pendant une semaine, hein. Elle est pas très belle. Qu'est-ce que vous prenez, les amis, là? Le Quidditch, l'OM? L'OM de Tapie. Ok, c'est parti. Comment Bernard Tapie décide de recruter Basile Boli? Elle est pas mal, celle-là. Ah, je sais. Ah non. Aussi, je crois que je l'ai. Lady Miko qui l'a raconté hier. Il lui achète pas un scooter ou un truc comme ça? Non. Il demande à Papin quel est le défenseur qui l'a plus emmerdé dans la saison. Ah ouais, je l'avais pas. Les pieds carrés, il l'appelle aussi à Guérin. Oui, c'est vrai. Vrai ou faux, lors de la finale 93 contre le Milan AC, Bernard Tapie a demandé à Goethals de sortir Boli qui est blessé juste avant qu'il marque son but. Oui. Je te la refais. Oui. C'est vrai. C'est vrai? Ouais. Allez. Et non, c'est faux, parce Ah, qu'il a c'est demandé faux à ne pas le faire sortir. Ah merde, ouais, j'ai convaincu. Avec son talkie-walkie. De quoi se sont plaints tous les entraîneurs qui ont eu Bernard Tapie comme président? De les appeler la nuit. Voilà, exactement. Écoute, Comme Hanouna. écoutez celle-là parce qu'elle me régale, elle est magnifique. Alors qu'il voulait faire venir un joueur à l'OM, Bernard Tapie a fait croire à Monaco que ce joueur était séropositif pour que Monaco, qui avait un accord verbal, se retire. Qui était ce joueur? Ah, putain, je le sais en plus. Elle est incroyable, celle-là. C'est pas Francescoli? C'est pas Francescoli. Ah. Je peux te laisser un joker parce qu'elle est vraiment toi. C'est pas. C'est un attaquant. Sonny Anderson? C'est pas Sonia. George Weah? Non, C'était c'est pas- Abedi Pelé. Ah Abedi. oui, oulala. Elle est terrible, celle-là. Allez, chef. Elle est terrible, hein. Quand Tapie reprend l'OM, je fais un communiqué pour le traiter de traître, d'escroc et de charlatan. Quelques mois plus tard, le départ de Giresse à l'OM fait définitivement de lui mon meilleur ennemi. Claude Bèze? Claude Bèze, bien évidemment. Quel journaliste s'est pris une droite et un coup de pied dans Pascal les parties Pro. intimes après avoir croisé fortuitement Bernard Tapie dans une boutique de fringues à Paris? C'était Pascal Pro. Dans l'affaire VAOM, quel joueur a été diligenté par Tapie et Bernès pour entrer en contact avec Glassman, Bonchaga et Robert afin qu'ils lèvent le pied? Et de lit. Et de lit, tout à fait. Quelle histoire, quand Quel même. était le prix auquel Bernard Tapie a acheté l'OM en 86? Un France, un beau. On l'a dit souvent. Quel est le plus gros regret mercato de Bernard Tapie? Maradona. Maradona, bien évidemment. Vous l'avez fait, hein, le 5 à 8, mais on continue pour le plaisir. Après son prêt à Bordeaux, où Tapie voulait envoyer Deschamps pour récupérer Angloma Au PSG. au PSG. Combien de titres consécutifs l'OM de Tapie a remporté?
Alors, avec 4 Ouais, non, officiellement. Ouais, officiellement 4. Oui, merci. Merci. Et durant son mandat, quel pouvoir Bernard Tapie avait-il donné aux associations de supporters? Gérer la billetterie. Ouais, les Ça a abonnements. bien marché, ça aussi. Voilà. Et puis une dernière, qui a dit, juste pour le plaisir, qui a dit au moment de me convaincre de devenir le nouvel entraîneur de l'OM, il a su se montrer persévérant jusqu'à ce que je craque car je n'étais pas très motivé au départ, mais au final je n'ai pas pu résister à son côté charismatique. Alors ça c'est incroyable. C'est Beckenbauer ça. Beckenbauer. T'imagines qu'un mec comme Beckenbauer, il a été impressionné par le charisme Beckenbauer de Bernard quoi. Tapie. Après quand il le vire, il lui dit il le vire ça alors que le mec il est champion du monde avec la Célessa ou le mec il aime pas. 8 points pour Polo et Erwan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 points pour Tom et Tom. Est-ce qu'on se finirait pas sur Le qui suis-je sur Ah, nos faut aller amis vite, du maintenant. Paris-Roubaix, je sais pas, un qui suis-je, une minute très rapidement. Ah ouais, qui suis-je? Je vous le fais le Une qui minute. suis-je. Demain, les gars, demain 20h30. Demain 20h30. en effet. Et LNBTV. 22h, Ah oui, 22h ce soir, on est en direct, c'est vrai, sur First Team 100. Oh là là, on va commencer. Les previews. On va les previews NBA, on va envoyer. Appelez-nous. C'est très très important. Colle. Les amis, le qui suis. Oh là là, non, Avec des Manu. pages comme ça, c'est relou. Manu, non. C'est pénible, on va aller très très vite. C'est Vous pas l'ami allez des voir. arbres, Manu, quand même. C'est pas du tout l'ami des arbres. On n'est pas là pour ça, je vous le rappelle. Je suis un joueur de football, j'ai 51 ans aujourd'hui. Je suis né en Yougoslavie. J'ai été un ancien joueur de l'Olympique de Stojkovic. Marseille. C'est pas Stojkovic. Alain Boxic. Alain Boxy. Oh, ouais. Allez gagé. Fallait aller vite. Fallait aller très très vite. Merci les amis pour ce nouveau numéro dans ce sport. On s'est régalé. Victoire, Merci de Polo. l'équipe Erwan. Bravo, C'est les une gars. victoire bien sûr de l'équipe. Polo Erwan, le Tom Tom Je t'aurais reviendra pris sur la semaine Paris-Roubaix. prochaine, bien évidemment. Merci à tous. Le récap tout de C'est pour suite ça que sur j'ai le hésité à stream. le Restez prendre. connectés. Et la First Team, rendez-vous demain 20h30 LNBTV. Rendez-vous ce soir 22h sur les réseaux. La NBA. Bien sûr de la First Team. Salut les amis, merci la régie. Hâte de vous retrouver dès lundi. Salut.